Salutations, mesdames, messieurs et mesdemoiselles. Je suis Robert Nelson, le président de la République libre du Bas-Canada. Bienvenue à La Voix du Bas. Nous sommes à Sainte-Ambroise, au fameux verger, le Jardin des Noix. Nous sommes avec Yvan Perron. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Ça va bien, ça fait plaisir de vous recevoir. Ben écoute, c'est un grand plaisir pour nous d'être là. Je suis avec mon fidèle copilote Sam. Puis Sam, à toi l'honneur de nous présenter les nombreux titres de Yvan Perron. Ben, je vais peut-être lui laisser la place parce que je les connais pas tous, parce qu'il y a une liste longue. Mais je veux juste dire que quand tu m'as demandé d'inviter quelqu'un pour La Voix du Bas, j'ai tout de suite pensé à Yvan parce que c'est un de mes interlocuteurs favoris, c'est un ami, ça a été un mentor sur tout ce qui est, on va en parler, champignons, cueillettes sauvages, noix nordiques. Il m'a fait découvrir plein d'affaires. Puis à toi l'honneur, Yvan, de nous faire la liste de tes titres multiples et de tes engagements. Ou plutôt de mes responsabilités, plutôt que de mes titres. Mais disons que, bon, je suis Yvan Perron avec mon frère Alain. On a fondé ici une première ferme, éventuellement productrice de noix nordiques au Québec. Il était temps qu'il y en ait une dans l'histoire agricole du Québec, là, mais c'est ici que ça se passe, c'est en Bois-du-Clédère. Il y en a une deuxième qui est en voie de développement à Mont-Saint-Hilaire. Donc, je suis nucériculteur, c'est-à-dire que j'élève des arbres à noix. Nucérie, comme acériculteur, mais on remplace le A par tout nu, comme dans un gars tout nu. Nucériculteur, ça vient de nukera, noix en grec ancien, puis culture des noix. Donc, ça, c'est mon métier principal. Et dans les prochaines années, ça va être presque mon métier unique. Pour l'instant, pendant que les arbres poussent tranquillement, là, on a du temps de libre. Alors, on la consacre au développement de différents projets dans la communauté autour de chez moi, là, dans la Naudière-Mauricie principalement. Surtout la mycologie. Je suis président du cercle des mycologues de la Naudière et de la Mauricie. Là, j'en aime beaucoup d'excursions à la découverte des champignons sauvages, des ateliers de cuisine, je fais beaucoup de publications, tout ça, pour que les gens se familiarisent avec ces nouvelles ressources comestibles sauvages-là. Et parlant de nouvelles ressources comestibles sauvages nordiques, je suis un formateur là-dedans. C'est-à-dire que j'amène les gens en excursion, je leur fais découvrir toutes sortes de belles choses qui existent à l'état naturel, qui se mangent, qui se cuisinent de mille manières, des fruits forestiers, des légumes sauvages, des racines sauvages comestibles, rhizomes, des extractions de saveurs des arbres, des fleurs, des laitues, en plus des noix et des champignons. Et donc, j'étais le vice-président de l'Association forestière. Maintenant, je suis secrétaire. À part de ça, je suis secrétaire du Club des producteurs de noix comestibles du Québec. Et c'est ça, là, pas mal, là. Je pense pas que j'en oublie. C'est vrai, la liste est longue, là. Comment tu... ma première question qui vient, c'est comme comment quelqu'un s'intéresse aux champignons? Comment t'en arrives à ça? Comment ça partit initialement? Eh bien, évidemment, c'est dur à dire comment commence un intérêt. C'est qu'on a toujours ça accroche quelque part, là, puis là, on commence, puis on en fait, puis finalement, on finit qu'on est correct, là, on est à l'aise, là, dans un domaine donné. Moi, je me suis intéressé aux fruits sauvages le jour où ça a commencé par les fruits sauvages. Un jour, je me promenais avec des amis dans une forêt et j'ai trouvé une grappe d'un fruit rouge étonnant. Puis j'avais étudié ça un peu avant quand même. Puis je m'étais rendu compte que dans la nature nordique, ça n'existe pas un champignon, un fruit qui est sucré et qui est vénéneux. Si c'est sucré, c'est comestible. Dans le monde nordique, là. Alors, j'ai goûté, puis ça goûtait la route bière. Fait que c'était la rallye chasse-pareil, cette affaire-là, la rallye à grappe. Et là, à partir de là, j'ai eu comme un choc. Je me suis rendu compte que j'ai eu un mal de chien à identifier ce fruit-là. Ça m'a pris plusieurs années. Il était mal représenté au plan iconographique dans les différents livres de référence et tout ça. Très, très mal représenté. Il n'était pas question nulle part, tout ça. Et là, de fil en aiguille, je me suis intéressé à ce fruit-là, mais à tous les autres fruits que je rencontrais. J'ai commencé par les fruits. Et ensuite, j'ai switché aux champignons sauvages. Parce que les fruits, on a vite fait le tour. Mais les champignons, là, ça, c'était quelque chose. En troisième lieu, les noix nordiques. Parce qu'on a une terre argileuse ici. On a une terre paternelle là, qui a une dimension moyenne. Un peu embêtante, c'est-à-dire trop petite pour l'agriculture industrielle, telle qu'elle se pratique maintenant, là, avec les gros équipements, tout ça. Mais trop grande pour l'agriculture maraîchère, biologique, organique, sur le mode paysan. On est comme assis entre deux chaises avec notre terre, avec un sol argileux. On avait découvert, moi et mon frère, à l'époque, en 2006, que la culture des noix nordiques était la meilleure culture qu'on pouvait tirer d'un tel sol argileux. Alors, je me suis intéressé aux noix. Et aussi, là, il manquait les légumes sauvages. Là.
puis les autres comestibles sauvages nordiques rendus là, je les ai tous étudiés. Maintenant, on peut dire que je les connais à peu près tous, les comestibles sauvages nordiques. Qu'il s'agisse de champignons comestibles ou même mortels, là, je les connais, évidemment. C'est ceux-là les plus importants à connaître. Ouais, en premier. Les fruits, les légumes, les racines, les rhizomes, les céréales, les noix, là, je les connais à peu près tous maintenant. Alors, je peux aller chez les gens, puis je peux leur faire des super excursions, puis je peux leur montrer tout ce qui existe comme bouffe nordique. Je peux leur conseiller aussi des implantations. Parce que c'est un autre de mes titres ou responsabilités. Je démarre des fermes forestières. OK, puis pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est là, une ferme forestière, là, rapidement, c'est quoi on s'imagine une ferme en forêt? Oui, c'est un peu ça. C'est une ferme qui n'est pas agricole. C'est une ferme qui ne repose pas sur la production d'une ressource comestible dans un champ uniquement, mais sur la production de ressources comestibles dans tous les types de milieux naturels possibles et imaginables. Ça peut être dans des plans d'eau, ça peut être dans des marais, des fondrières, ça peut être des vergers d'arbres à noix, ça peut être en forêt. Mais généralement, la nourriture nordique, les ressources alimentaires nordiques, dans leur très grande majorité, préfèrent pousser dans des entre-deux, des bords de forêt. Pas tellement dans la forêt, pas tellement dans le champ, mais dans le bord, entre la forêt et le champ. Alors là, ce qui s'en vient, c'est des nouvelles architectures savantes de fermes forestières en permaculture, avec beaucoup de zones intermédiaires entre les forêts et les champs. Si bien que dans un avenir proche, là, si j'ai raison, puis si l'avenir se développe comme je l'entrevois, on n'aura plus vraiment de champs ni de forêts dans notre nature. On va toujours avoir des zones intermédiaires. Et c'est là que la nourriture va être produite. Et c'est ça que les Amérindiens faisaient aussi avant l'arrivée des Européens. Ils jardinaient les forêts sur ce mode-là, dans le fond. Puis ça, tu penses que c'est possible de le faire à grande échelle? Tu vois ça que c'est le modèle agricole? Parce qu'ici, on est entouré de champs agricoles, maïs, soya, plus maïs ici. Puis ton verger, c'est un peu une anomalie dans le paysage. Est-ce que tu vois ce modèle-là s'étendre sur toutes les terres agricoles? Sur les terres agricoles, je ne saurais pas te dire, mais je le vois s'étendre, en tout cas, sur toutes les terres agricoles qui ont été défrichées par nos ancêtres, qui sont de petites et moyennes dimensions, qui sont actuellement en train de retomber en friche parce qu'elles ne peuvent pas être prises en compte par l'agriculture industrielle. Alors là, on a des pays entiers, des coins de pays entiers qui ont été défrichés et qui retombent à l'état sauvage. Le Témiscamingue, entre autres, j'ai été la semaine passée là-bas, donner une petite conférence, là. Prendre l'avion, me donner une conférence de 3/4 d'heure. Mais bon, je vois l'immense potentiel, pas agroforestier, mais de ferme forestière. Parce que l'agroforesterie, c'est autre chose pour moi. C'est des champs avec des lignes d'arbres qui empêchent l'érosion des sols. Dans ces lignes d'arbres-là, on met plus ou moins du fruitier, des arbres à noix. Là. C'est très, très bien. Mais ça, c'est une composition qui n'est pas très savante pour moi, qui n'est pas respectueuse des différents types de sols qui se succèdent au Québec. Parce que c'est ça le Québec. Hein? Le Québec, c'est un territoire fertile avec une excellente pluviométrie, mais avec beaucoup de microsites, de types de sols qui se succèdent les uns aux autres. On n'a pas tant que ça, des grands sols d'un seul tenant, là, très homogènes, là, sur des kilomètres et des kilomètres, comme dans les prairies ou dans la vallée de l'Ohio, des endroits comme ça, qui se prêtent à l'agriculture industrielle. On en a un peu autour de mettons, Saint-Hyacinthe, là, par exemple, ou ici dans la Naudière, autour de Saint-Esprit. On a des endroits où on peut avoir des champs assez grands et de l'agriculture industrielle. Je n'ai rien contre l'agriculture industrielle en tant que telle, sauf les pratiques polluantes, dans le fond. Là. J'aimerais ça qu'ils switchent sur le mode biologique au plus vite. Là. À part ça, moi, une culture unique dans un grand champ, là, à perte de vue, là, je trouve ça un peu barbare. Je trouve que c'est une violence, c'était la nature, on peut en parler longtemps. Là. Et la permaculture est beaucoup plus intéressante pour ça parce qu'on construit un environnement autour de soi petit à petit au fil des implantations réussies. Et finalement, on transforme la nature en une sorte de paradis au final. Un paradis avec de la nourriture à tous les étages, partout autour de nous. Dans les plus hautes cimes, les arbres à noix. Après ça, on a les arbres fruitiers qui sont en dessous. Puis on a toutes les plantes au sol ou à hauteur des hommes. Puis on a des plantes souterraines aussi. Dans les cours d'eau aussi, il y a plein de belles nourritures qui veut pousser là. On a des idées pour tous les types de sols, pour tous les types d'habitats, si on veut. Et c'est très amusant quand je vais chez les gens, là, puis je leur donne quelques centaines d'idées là, de ce qui serait possible d'implanter chez eux. Là. Mais il y a beaucoup de déconstruction à faire parce que pour quelqu'un qui n'a pas un bagage quand même préalablement, là, soit en permaculture ou avec les
nouvelles méthodes, mais qui peuvent justement être très anciennes. En fait, on s'imagine que la seule façon de faire pousser de la bouffe, c'est la monoculture. Tu sais, je veux dire, dans ta vie, en général, tu t'es baladé à gauche, à droite, tu as déjà vu, OK, ça, c'est un champ de maïs. C'est du maïs à perte de vue. Tu sais. Ouais. Ou je suis allé cueillir des pommes, puis il y avait que des pommes. Tu sais, Ouais. Puis je pense que qu'on le veuille ou non, c'est moins comme une idéologie que le monde transporte que plus, c'est un état de fait. C'est comme ça qu'on s'imagine que la bouffe est créée. Ouais. Fait que l'éducation à faire à ce niveau-là, j'imagine que ça doit être énorme. Là. On part quasiment de zéro pour quelqu'un qui a pas cette conception-là. Puis ça doit être un défi parce que toi, tu vises des choses, comme tu dis, t'as 100 projets ou 100 idées que tu peux proposer à quelqu'un, mais la personne n'est peut-être même pas ou plutôt, beaucoup de gens sont même pas au stade d'entrevoir l'hypothèse derrière ces idées. Mais c'est pour ça que je donne beaucoup de formations, beaucoup d'ateliers, puis j'en donne des gratuites aussi. Je vais carrément chez les gens, là, puis vraiment, je coûte pas cher ou je coûte nada, là, je coûte rien. Puis là, je forme les gens au maximum pour vraiment travailler au niveau du terrain, travailler avec les gens au début. Puis je suis aussi dans des structures, là. Bon, mais c'est pas les structures qui font le travail le plus efficacement. C'est vraiment au niveau du terrain. Les choses sont en train de changer. Par exemple, dans l'Indienne à Mauricie, la connaissance de la mycologie progresse vraiment très rapidement. Là. Il y a beaucoup de champignons sauvages, savoureux, mais qui n'étaient jamais cueillis auparavant, ou très, très, très peu, qui sont de plus en plus cueillis, cuisinés. On a des échanges de recettes, on trouve des trucs. Puis on en implante aussi. On implante des champignons sauvages de plus en plus. On commence à comprendre comment ça fonctionne un champignon. C'est pas une plante du tout. C'est un être vivant qui participe d'un règne au plan botanique complètement différent. Donc, ni végétal, ni animal. Oui, tout à fait. Ouais, c'est des mycètes. On commence à comprendre ce que c'est que des mycètes. On est capable même de prédire des cueillettes. On voit un habitat donné, là, puis selon la saison, on peut prédire qu'est-ce qui va se retrouver dans notre panier de cueillettes. On rentre dans la forêt, on sort et les prédictions sont avérées, à condition que ma nature soit au rendez-vous et certaines pluies opportunes soient au rendez-vous, bien sûr. Il y a beaucoup plus il y a des perfectionnements qui se font chez les gens. Là. Il y a des réflexions qui se font qui me stupéfient moi-même. Je vois une progression nette dans ce que je pourrais appeler la culture générale des comestibles sauvages nordiques autour de moi, avec toutes sortes de produits innovants aussi dans les restaurants, là, les petits bars, les choses comme ça. Il y a des touches qui sont ajoutées. Puis, j'ai écrit aussi un texte qui s'appelle « Le manifeste pour une nouvelle cuisine nordique d'Amérique ». Et je le fais circuler sous le manteau. Puis il y a des tas de choses qui se passent là, au niveau du terrain. C'est fascinant, en tout cas, de voir ça. C'est quoi, d'après toi, les dynamiques historiques qui font qu'on soit autant dans l'ignorance des comestibles qui nous entourent? T'sais, moi, les premières formations que j'ai fait avec toi, ça a été un changement complet de ma vision du monde. T'sais, je me souviens, je suis retourné dans mon appartement à Montréal après une première formation avec toi, puis la ruelle derrière chez moi devenait un jardin. Puis j'ai fait un repas avec différents comestibles sauvages qui sont déjà là. Mais pourquoi dans la culture, il n'y a pas ces explorations-là, cette connaissance? Par rapport aux champignons, j'aimerais t'entendre là-dessus. Les champignons au Québec, c'est quoi l'histoire de l'émergence de cette connaissance-là qui est nouvelle à t'entendre parler? Tu as créé le Cercle des mycologues de la Naudière-Mauricie. Il y en avait... Mais il s'est créé 1 an avant moi par des gens, mais c'était plutôt un club de marche avant que j'arrive dans le portrait. C'est moi qui l'a transformé en véritable cercle de mycologie. Là. C'est indissociable, j'imagine, de la mycologie, la marche. Oui, c'est ça. Mais disons qu'on a un historique, nous, au Québec. C'est qu'on est arrivé ici, on a défriché le pays, le Québec et l'Amérique du Nord en général, là, pour essayer de faire ressembler ce nouveau continent-là à ce qu'on avait connu avant, l'Europe. Alors, on a défriché les forêts, on a tout saccagé le résultat de milliers, je dis bien de milliers d'années de travail des Amérindiens qui a fait transformer toute la nature en véritable forêt jardinée, productrice à grande intensité de comestibles sauvages nordiques de toutes sortes. Mais ça, je t'interromps juste une mini parenthèse, mais ça, c'est tellement intéressant parce que des fois, on s'imagine que, mettons, les Amérindiens qu'on se dit qui étaient nomades, ils n'étaient pas en train de pratiquer de l'agriculture, j'ai l'impression, dans la culture populaire, subsiste l'idée, c'est comme ils sont pas organisés, puis c'est complètement chaotique. On arrive quelque part, il y a-tu de la bouffe? Mais non, il y avait quelque chose de complètement organisé, puis c'est ça qu'on en a pas conscience. Aux premiers explorateurs européens, là, il a semblé que le Québec était un véritable pays de cocagne. C'est pour ça que Jacques Cartier a tellement insisté pour revenir et puis fonder une colonie. Un pays de cocagne, un pays de surabondance extrême. On voit dans les relations de Jacques Cartier, de Champlain,
ce qu'il y avait dans les forêts au bord du fleuve Saint-Laurent. Il y avait du chanvre, par exemple, qui poussait au bord du Saint-Laurent. Il y avait des tas de choses, du riz sauvage, là, qu'on appelle le mannomin, qui n'est pas du tout du riz. Des choses qui ont disparu. Beaucoup d'arbres à noix aussi qui étaient là, énormément, qui nourrissaient les immenses migrations de pigeons voyageurs là, jusqu'au début du 20e siècle. Là, des choses fantastiques qui existaient à tous les niveaux. Beaucoup plus de fruits aussi qui étaient présents dans les forêts. Beaucoup de légumes. Il y avait un peu d'agriculture. Mais disons que les Amérindiens avaient compris vraiment l'esprit profond de ce qu'on appelle maintenant la permaculture. Donc, on est arrivé ici, puis on a tout bousillé, nous les Européens, pour transformer l'Amérique du Nord en quelque chose qui ressemble à l'Europe. Et on a même fait venir des animaux de ferme. On a fait venir des vaches, des poules, des cochons. Il n'y avait pas ça ici avant. Des chats, des chiens. Là, pour que ça ressemble le plus possible à l'Europe. Mais, ce faisant, on a perdu des siècles de perfectionnement savant, là, poussé là, à l'extrême par les différentes peuplades amérindiennes qui s'étaient succédées sur le territoire. Et là, il faut retourner un peu à ce qu'ils savaient faire, eux, parce qu'ils avaient le tour d'occuper le territoire nord-américain. Le territoire nord-américain, il y a des spécificités qui ne sont pas celles de l'Europe. En tout cas, à tout le moins, pas l'Europe du Nord, là, parce qu'on a des choses en commun avec l'Europe du Nord quand même. Puis, on veut vraiment retourner vers nos trésors gourmands de la forêt, nos ressources originales, bien se nourrir au rythme des saisons. Il y a aussi un projet humain qui est derrière ça. C'est qu'avec les fermes forestières, on veut que les gens retournent habiter en région, puis on veut que les gens reviennent à un mode de vie plus sain, dans le fond, au rythme des saisons, en production de nourriture. Hein, on est de plus en plus nombreux sur Terre. Le jour n'est pas loin, il va falloir que le Nord produise de la nourriture pour l'ensemble des pays du Sud. La tendance va s'inverser. J'ai l'impression, c'est le Sud qui produit la nourriture pour le Nord, mais avec le réchauffement climatique, la sécheresse qui va gagner de nombreuses zones arables, tout ça, nous, on n'aura pas ça, ces problèmes-là. On va rester un pays fertile encore longtemps. On va même un peu profiter du réchauffement climatique. Il y a des ressources qui vont pouvoir être implantées ici qu'il était difficilement avant. Par exemple, une ressource que j'essaie de développer au maximum, et tu me vois venir, Sam, c'est le pawpaw, l'assimini, le fruit le plus délicieux au monde. Ici, hein? On a justement ici sur la table. Moi, je me souviens, Sam m'avait rapporté ça à un moment donné dans de ses voyages, je ne sais trop où, puis il me rapporte ça, il me disait hey, ça, c'est un fruit comme d'ici, tu sais, puis t'as jamais vu ça de ta vie. Puis tu te dis, mais comment ça se peut qu'un fruit, je suis né ici, j'ai grandi toute ma vie ici, je suis allé partout dans le bas, j'ai vu, tu sais, j'ai jamais vu ce fruit. C'est comme. Ouais. Tu dis, j'ai vu des bananes puis des oranges en calice. Là. Comment t'expliques? Tu sais, c'est fou braque. Là. On l'appelle l'assimine, le fruit de l'assimini trilobé, ou pawpaw, comme on dit en anglais. Là. C'est une déformation du mot papaye. Ça, c'est pas vraiment un nom amérindien. Le vrai nom amérindien, c'est assimine. Assimine. Bon, les assimines, c'est le grand fruit oublié de l'Amérique du Nord. Il était cultivé avant par les Amérindiens sur le mode de la permaculture en grande intensité. D'après moi, c'est le meilleur fruit au monde. Je dis souvent que la gomme Juicy Fruit de Wrigley's, là, la saveur de cette gomme-là, c'est la récréation synthétique des assimines. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir c'est quoi, peux-tu le décrire? Ben, c'est un fruit qui ressemble à une mangue, OK? Sauf qu'il y a une peau mince qui est toxique. Là. On ne peut pas la manger sous aucun prétexte. Elle est verte et elle est remplie d'alcaloïdes. Là. Et là, c'est un fruit qui se froisse et qui noircit au moindre choc, à la moindre manipulation. Il est ultra fragile. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le commerce aussi. Il y a quand même des raisons à ça. Et là, ce fruit-là, ben, on le coupe en deux, on l'ouvre, puis on enlève toute la chair avec une cuillère, là, sans trop frotter la peau. Et cette chair-là était extrêmement crémeuse. Elle est jaune, un jaune éclatant, beau, jaune soleil. Et là, on enlève les graines qui sont à l'intérieur, qui sont en forme comme de gros haricots, là, fèves de lima, là, des gros haricots noirs. Et on mange toute la chair. Mais on ne peut pas manger plus qu'un pawpaw par personne. C'est ultra nourrissant, cette affaire-là. Comme beaucoup d'autres comestibles sauvages nordiques, d'ailleurs, on pourrait épiloguer là-dessus, mais vraiment, Mais comment ça se produit qu'un fruit comme ça disparaisse complètement? Parce que je me dis, il devait avoir des ondes moins contrôlées où le fruit se répand tout seul. Je dirais, comment ce processus-là se passe? Il y a un Américain que je ne me rappelle plus son nom, mais il vient de produire une thèse de doctorat là-dessus, puis ça s'intitule Le grand fruit oublié d'Amérique du Nord. Il dit que pour l'homme blanc, descendant des Européens, c'est un fruit qui est assimilé à la vie sauvage, parce que c'est un arbre fruitier, c'est un des rares arbres fruitiers qui pousse d'abord en forêt, dans des clairières en forêt, là, dans des puits de lumière. Là, il ne pousse pas à l'ombre, on s'entend, mais il pousse d'abord à l'ombre, puis il s'épanouit alors qu'un gros arbre qui est à côté de lui tombe.
Et là, il n'y a plus de lumière qui se crée dans une clairière. Et là, il se met à produire des fruits. Fait que là, les Amérindiens, ils connaissaient les spécificités de ce végétal-là. Ils savaient bien le faire pousser dans des sols argileux. Alors, les sols argileux, nous, les Européens, on sait rien faire avec ça. C'est des sols trop compactants, ça. Puis c'est des sols misérables pour les cultures maraîchères, les cultures de céréales. Maïs, soya, blé, on n'en parle pas. C'est très difficile. Les Amérindiens savaient tirer un bon parti de ces sols argileux, comme ici au Jardin des Noix, avec la culture d'arbres à noix, mais aussi les pampards. Les Assiminiens, ça veut des sols argileux profonds, ça fait des systèmes racinaires pivotants, vous voyez. Fait en gros, sans entrer dans trop les détails, quand on fait des fermes forestières, on fait de la permaculture de commercial sauvage nordique, on tient compte de tous les paramètres, les types de sols, les types de systèmes racinaires, l'irrigation, l'exposition au soleil. C'est vraiment super intéressant d'être un architecte de ces nouvelles réalités-là de fermes forestières. J'essaie de former un maximum de jeunes pour qui deviennent des architectes de fermes forestières. C'est pas facile parce que ça demande des compétences dans différents domaines là, à la fois. Ça demande un peu d'agronomie, de foresterie, ça demande de la mycologie, de la permaculture, un peu d'horticulture. Ce jeune-là qui possède toutes ces compétences-là, là, mais pas à un niveau très développé, mais qui est un peu polyvalent, là, il est pas mal difficile à trouver. Il faut le former. Alors, il faut le former en dehors des grands circuits. Puis en même temps, mais avec toutes ces connaissances-là vient la connaissance des ressources comestibles, sauvages, inédites, oubliées, mais pourtant extraordinaires, comme la cimine, le fruit de la cimine trilobée, comme les différentes parties comestibles des quenouilles, comme nos noix, par exemple. Des noix tout à fait originales, 21 sortes de noix originales pour être produites par notre pays. Là. Des nouvelles noix qui n'ont jamais été mises sur le marché. Mais la similie, c'est intéressant parce que ça montre peut-être une contradiction dans ce que tu dis où il faudrait développer cette mosaïque de petites fermes qui vont chercher des comestibles sauvages, mais en même temps, tu dis qu'il faudrait nourrir le monde. Oui. Et la cimine, une des raisons principales pourquoi il a disparu du commerce, c'est parce qu'il répond mal à la commercialisation de masse. Tu sais, tu l'as dit, il ne se réfrigère pas, il faut le prendre ultra mûr, puis il répond mal à la manutention industrielle en général. Mais c'est pas la même chose aussi des autres comestibles nordiques. Je pense aux arbres à noix que tu produis ici. C'est pas les noix de Grenoble. Elles sont plus difficiles à être transformées. Et puis, est-ce que tu penses que... Comment tu réponds à la critique qui dirait c'est un beau modèle, mais c'est impossible de le rendre à une échelle industrielle? Ben, c'est qu'on n'a pas à le rendre à une échelle industrielle, selon moi. On a à multiplier les petites unités de production partout sur le territoire. Mais là, à la somme finale de tout ça, on aura une production importante de nourriture quand même. Si on a, par exemple, 150 petits producteurs de similiers au Québec, bien, on a de la similie pour nourrir tout le monde. Oui, mais la dynamique historique de l'exode rural qui a fait que les Québécois, avant, c'était 60-80% de la population qui était dans l'agriculture. Aujourd'hui, on est à 2%. Ouais. Ce que tu proposes, il faudrait qu'il y ait un retour massif exactement. à la production. Mais il y a quelque chose là-dedans qui peut se compléter parce que si je comprends bien, évidemment, il y a un volet gourmand, un volet, si on veut, de connaissances de végétales, de connaissances de biologie, des sols, etc. Mais il y a tout le volet aussi identitaire, culturel qui se rattache à ça parce que redécouvrir ces éléments-là du territoire, de l'environnement, ben, ça fait aussi se reconnecter à un sentiment identitaire, un sentiment communautaire aussi. Puis est-ce que tu entrevois là-dedans justement que ça peut s'encourager l'un l'autre, cette dynamique-là, que oui, d'une part, il faut clairement qu'il y ait un retour, mais que c'est justement via peut-être ça qui peut, entre autres, être effectué? C'est-tu ça un peu que... Ah oui, tout à fait. Il y a sur le plan de l'identité là, nationale, disons, c'est très, très fort, tout ça. C'est tout interrelié. Hein? On habite un pays, on mange la nourriture produite par le pays, on en est fier, on est bien nourri. Et puis, on connaît notre pays aussi. Hein? On est en train de découvrir, là, maintenant, là, on est en train de découvrir la nourriture qui existe à l'état sauvage, à l'état naturel en Amérique du Nord. C'est fou! Donc, pour moi, un vrai Québécois, c'est un Nordique qui mange nordique. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vrais Québécois. C'est un type qui travaille fort l'été puis qui se repose fort l'hiver. Un peu comme nos végétaux, par exemple. Ils font exactement ça, nos végétaux. De la poutine nordique? C'est nourrissant, mais c'est de la patate. Hein? La patate, ouais, ça peut pousser ici, mais c'est pas vraiment nordique parce que ça pourrait être ressemé tout seul sans notre aide. Ben, c'est ça qui est capoté parce que tu dis, tu sais, toi, tu voyages à travers le monde, puis là, quelqu'un te demande, mais c'est quoi comme la bouffe ou la cuisine de chez vous? Puis là, tu dis,
Ben écoute, on fait de la poutine, on fait de la tourtière, on fait, tu sais... Ça va changer. Non, mais évidemment, ça va changer, mais comme ça, tu disais tantôt, tu sais, le mot oubli est un euphémisme. C'est pas un oubli, c'est comme une espèce d'ignorance Ouais. Puis je m'inclus complètement là-dedans. C'est une déconnexion totale. Total, en fait, ouais, puis total. au contraire, comme tu dis, à l'arrivée des colons européens, ils ont l'impression que c'est une espèce de terre d'abondance. Puis nous, comme 400 ans plus tard, quand on parle de notre territoire, il y a des patates, puis des oignons, puis un peu ça. Genre, si on peut pas importer des fruits du Mexique, ben, on mangerait des patates longtemps dans le c'est ça l'idée qu'on a. Le Québec, c'est d'abord et avant tout, selon moi, là, c'est un pays là, au niveau de la nourriture, en tout cas, là, où c'est un pays d'extraction de saveurs d'arbres. Parce qu'ici, on a des arbres qui ont beaucoup de sucre à cause du froid de l'hiver qui les concentre. On a l'érable à sucre, là, évidemment, mais on a plein d'autres choses de saveurs extractées des arbres. Je ne vais pas faire toute la liste, là, mais on a les extractions de saveurs de conifères qui sont extraordinaires. Le Québec, c'est un pays de champignons sauvages. On est encore un pays de cocagne pour les champignons sauvages, de petits fruits. À l'exception du papard, de la pomme et de la poire, là, tous nos fruits, c'est des petits fruits, ou presque. Et on est un pays de laitue sauvage extraordinaire aussi. Puis on est un pays de légumes. Ça, c'est Ben Falk dans le Vermont qui a dit ça. Là. On est vraiment champion de produire des légumes, plus que des pays tropicaux. Et on a des atouts. On n'est pas maudit parce qu'on a un hiver si long, puis on n'est pas condamné à dépendre des produits alimentaires d'origine étrangère. Mais on n'était pas forcé d'aller si loin dans l'imitation des productions alimentaires américaines. Américaines plus du sud de nous, là. Puis d'aller si loin dans les cultures comme le maïs, le soya, la patate. Puis la production de viande, comme le poulet, le porc, le bœuf. On devrait manger d'autres sortes de viande, nous autres. On devrait manger d'autres sortes d'animaux. Tant qu'on en mange, on devrait en manger moins aussi, premièrement. Et on y gagnerait au plan de la santé, au plan de la bonne alimentation aussi. Et si vous, Sam, tu le sais, mais si vous saviez toutes les bouffes qu'on se tape ici, c'est incroyable. Avec des ateliers, des formations. J'ai une formation d'élèves cueilleurs professionnels. Là. Ils ne deviennent jamais cueilleurs professionnels au terme de la formation. Ils deviennent plutôt micro-entrepreneurs, là, ce qui est très, très bien aussi. Là. Et là, cette formation-là se termine avec un grand banquet. On a 7 services. C'est tout ce qui est servi à table et rigoureusement forestier. Sauf le beurre, puis l'eau, là, peut-être, là, puis le sel. Mais encore là, on pourrait faire un effort. Puis on pourrait avoir un sel forestier si on voulait. Là. Je sais comment l'extraire. Mais on pourrait avoir un poivre forestier. On pourrait vraiment tout remplacer ce qu'on connaît par des choses d'ici si on le voulait. Puis moi, je pense qu'une bonne vie là, pour un humain, là, ben, c'est d'habiter son pays puis de produire un peu de nourriture. Pas à se tuer au travail comme nos ancêtres le faisaient, là, mais sur un mode doux, sur un mode durable, sur un mode aussi de... comment dire, je veux dire durable, qui s'inscrit dans la durée. On produit de la nourriture, puis finalement, on les fait nos provisions. Finalement, on en a des surplus à écouler sur les marchés. Finalement, on est productif. Finalement, on est rentable. Ce qui est fascinant aussi avec toutes les nouvelles ressources comestibles sauvages nordiques là, que je mets de l'avant, c'est qu'elles présentent tous des défis à relever. Comme nos noix, par exemple. Ben, il y a le brou, l'enveloppe végétale verte, qui est importante puis qu'il s'agit d'enlever. Il y a des cales qui sont extraordinairement dures. Alors, ça prend des machines spéciales pour les casser. Bon. Mais ça, on peut faire quelque chose qui ressemble à un modèle industriel. On peut les concentrer, les activités un peu dans des points, là, comme une usine chez nous. Là. Ici, on est dans une usine de noix, là, la seule de l'histoire agricole du Québec, la première. Là, ben, c'est ce qu'on est en train de se parler en ce moment. Là. On a des équipements, on a une chaîne de travail, puis ça va se perfectionner avec les années. Là. Mais bon, des fois, il faut concentrer les activités à certains endroits, mais on peut aussi décentraliser. Les deux modèles sont complémentaires, selon moi, selon les activités. Ben, moi, je voudrais vraiment que les Québécois ils habitent plus en nature, dans les régions, puis qu'ils cueillent des bonnes choses de la nature, puis qu'ils écoulent le tout dans des circuits courts, des marchés de niche, le plus possible, entre voisins, tout ça, ou au village, dans le fond, pas loin. Un peu comme ça se faisait avant. Ce serait moins énergivore aussi. Non, c'est intéressant le modèle que tu proposes parce qu'il y a la qualité de vie, il y a la question identitaire, il y a la question du sens de la vie, tu sais. Puis, admettons que moi, j'étais convaincu par cette vision-là, puis que je dis, j'ai envie de m'engager sur cette voie-là. C'est quoi la courbe d'apprentissage? Tu peux parler de la tienne parce que
toi, est-ce que tu as grandi sur une ferme forestière? C'est quoi ton histoire? Puis c'est où le moment où il y a eu un shift dans ton esprit, puis tu te dis, c'est ma voie, puis j'ai le goût de l'explorer? C'est vraiment en découvrant le fruit d'Aralie chasse-pareil, là, ce merveilleux fruit-là, que j'ai eu un choc. J'ai vu qu'il y a des choses succulentes dans ma propre forêt, parce que j'allais juste cueillir des framboises rouges puis des mûres avant. Hein, dans cette forêt-là, comme fruit, là, il y avait un troisième fruit. Après ça, j'en ai trouvé un quatrième, un cinquième, un sixième. Moi, je dirais que dans le fond, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, là, il y a rien qu'à se trouver un petit lopin en friche quelque part, là, qui vaut presque rien, là, puis il trouve pas de preneur, là, puis faire des implantations là-dedans, dans le fond. Des implantations avec sur des petites formations à gauche et à droite, communiquer avec moi ou avec d'autres gens, entrer sur Facebook, ça c'est bien important. Sur Facebook, toute l'information des nouvelles cultures émergentes, de la permaculture, c'est là qu'elle circule en champignons aussi. Comme tantôt, j'ai fait un post sur mon Facebook personnel sur la culture d'un nouveau champignon qui peut arriver au Québec, c'est le Sparacis crépus. Ça s'appelle le champignon chou-fleur. Ça ressemble à des gros chou-fleurs énormes, cette affaire-là. Ça pousse sur des systèmes racinaires mal enfouis de conifères dans des sols de fondrières. Puis Dieu sait, c'est des habitats comme ça, on en a dans nos forêts laurentiennes, c'est incroyable. Mais ce qu'on a, c'est des ramères, des clavères, là, c'est d'autres espèces de champignons qui ne sont pas mangeables, mais qui sont des espèces vraiment voisines de ça, là. Puis, ce champignon-là, il commençait à être cultivé par les Américains dans les Appalaches, pas loin. Fait qu'il est en train de se rapprocher du Québec. Avant, il était en Europe, puis il était sur la côte du Pacifique. Là, il est rendu dans les Appalaches. Fait que ça, c'est sûr qu'une occupation de territoire, puis on a une forêt, puis on n'a pas des champignons dedans, ben, on peut en amener des champignons dedans. T'sais, ça devrait être plein de champignons. Alors, en bordure, ça devrait être plein de fruits. Puis, au bord des sentiers, ça devrait être plein de belles laitues sauvages. Puis, on devrait avoir des carrés en plein soleil. On fait des bons légumes. C'est très productif, un potager. Hein? Quelqu'un qui fait un potager, là, même de petite dimension, il y a toujours des surplus à écouler. Puis, on est obligé de passer un mois à manger rien que la courge du potiron, là, tellement on en a. Mais est-ce que, admettons, dans quelle mesure ça peut être fait en dehors d'un changement de mode de vie plus global? Est-ce que tu peux t'engager dans cette voie-là part-time, là, vraiment en disant, OK, oui. genre, où ça implique justement peut-être comme de repenser de A à Z un peu ton rapport à la terre, ton rapport à la vie, ton rapport à ta bouffe, etc., où il y a des degrés, des nuances qui sont accessibles? Là, dans tout ce que je dis, on parle vraiment d'une révolution radicale. Hein? C'est une révolution totale. Là, dans 50 ans, 60 ans, si j'ai raison, nos descendants, ils ne vivront pas du tout les vies qu'on vit là. Ils ne vont pas du tout habiter le même Québec. Les paysages vont être complètement différents, les maisons, tout va être complètement différent, la façon de vivre, le rythme de vie. Mais on va y aller par étapes. Puis on va y aller tranquillement, en transition légère. Ça va être presque imperceptible jour après jour, mais ça va être une vraie transition finalement. Mais ça va prendre du temps. Il va falloir qu'il y ait une crise. Parce qu'il faudrait que le modèle actuel il continue, hélas, de s'effondrer. Tant que le modèle actuel perdure, ben, les gens se sentent bien. Ils ne veulent pas quitter leurs habitudes, tout ça. Puis quand il y aura une crise de l'énergie, il n'y aura plus de pétrole, où le pétrole va devenir tellement cher, quand il y aura tellement de bureaucratie, puis tout le monde va perdre sa vie à la gagner dans des tours à bureau, à faire des masses de papier inutiles que personne ne lit, ben, les gens ils vont se revoir se reconnecter à la nature. Et là, ils ont leur emploi de bureau, une tour à bureau, là, un job de fonctionnaire à la con, là, très, très bien payé, là, ben, qui continue. Mais tranquillement, qui se dégagent des heures libres, qui commencent des petites implantations discrètes dans un petit coin, là, d'un petit lopin de terre quelque part, là, durant l'été, pendant 2-3 mois. Là. Le temps d'implanter des nouvelles ressources, il est court, hein, c'est au printemps et à l'automne. Le restant du temps, on est libre, on peut faire du travail de bureau, puis continuer la vie qu'on a là. Mais aller de la vie qu'on a là actuellement et transiter vers une nouvelle vie, qui est celle du fermier forestier. D'après moi, c'est la solution. Moi, je vois les gens qui s'engagent dans cette direction-là, là, timidement, là, je les vois tout de suite commencer à mieux respirer puis à être plus heureux parce qu'ils savent qu'ils ont un avenir. L'avenir n'est pas bouché, l'avenir est sourd, au contraire. Puis, d'un point de vue personnel, il y a l'inertie personnelle, il y a l'ignorance, le manque de ressources qui peuvent, admettons, ou juste simplement le manque de motivation qui peuvent te limiter. Mettons, d'un point de vue plus global, ça serait en défaveur de qui, cette révolution-là? Puis qui ou quoi, admettons, voudrait mettre les bâtons dans les roues à quelque chose comme ça? Ce serait en défaveur des grandes entreprises, c'est sûr, des grandes organisations bureaucratiques ou économiques, là, évidemment. Des grosses entreprises agroalimentaires. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça va tout effondrer, cette affaire-là, d'après moi. Là. Sauf dans les endroits comme aux États-Unis où il y a encore des plaines à perte de vue. Là, l'agriculture industrielle va se maintenir, évidemment.
Dans des endroits comme le Québec, où on n'arrive plus à avoir des fermes familiales, il y a une ferme familiale de moins par jour au Québec. Depuis 1971, paraît-il, un chiffre avancé, là, je ne sais plus où, je n'ai pas la référence. Une ferme familiale de moins par jour au Québec depuis 1971. Il n'y en a presque plus de fermes familiales. Les fermes qui restent, sont détenues par des entreprises. Les dernières fermes familiales là, se battent pour leur survie, là, ou se transforment en ferme industrielle. Mais ça coûte une fortune, une ferme industrielle. On est endetté pour la vie avec tous les gros tracteurs, les silos, tous les machins qu'il faut acheter pour produire quelque chose, une ressource là, qui est minable, dans le fond, du soya, du blé, du maïs. N'importe qui peut produire. Puis le Québec produit moins bien parce que la durée de l'été est plus courte, puis tout ça. On n'a pas des sols idéaux pour ça. On est obligé de fertiliser. L'imitation, c'est bien beau, mais pour ce qui est de l'agriculture, on s'est mis d'aller en originalité. Puis le plus vite on va en originalité, le mieux que ça vaut. C'est intéressant parce que ce narratif-là révolutionnaire, tu le portes pas souvent dans tes activités. Tu le portes souvent, moi je l'ai souvent entendu, mais dans tes activités de mycologie, avec souvent des têtes blanches du 3e âge, des gens qui viennent en activité de plaisance puis de bonhomie. Oui. Est-ce que c'est ça qui t'habite est-ce que tu te sens en mission par rapport à ces questions-là? Puis tu joues un double discours ou direct, quand tu fais dans le club des producteurs de noix ou dans le cercle de mycologie, tu vas directement dire « Hey, gang, vous dormez au gaz pour reprendre... » Non, je leur dis carrément comme ça. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Mais disons que la révolution, là, elle commence pas avec des claques à la gueule, des coupés au cul. Elle commence avec des régals. Hein. Ça commence avec de la bonne bouffe, des bonnes cueillettes, des activités en groupe, du plaisir, des rires, des chants, des moments partagés. Puis là, c'est là qu'on est tenté d'aller vers cette nouvelle vie-là. Hein, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, avec du miel. Fait que donc, on arrête tranquillement de comploter pour attirer tout le monde à la révolution des fermes forestières, mais par le biais du plaisir, par le biais des découvertes progressives, puis chacun fait son petit bout de chemin à son rythme là-dedans, puis on respecte les gens, puis on a la grande utopie là, des fermes forestières. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'entrevois clairement que pourquoi c'est pas nécessairement une utopie, clairement, pourquoi ce serait très souhaitable ou qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont en place, qui pourraient le réaliser. Mais à tous ceux qui entendent ça puis qui disent ça sonne comme un rêve, ça sonne justement comme tout va être beau, tout va être bien, puis on va avoir de l'abondance, etc. Dans quelle mesure qu'est-ce qui nous rend autant convaincus que c'est une utopie, justement? C'est à cause que ça représente un changement tellement radical, profond par rapport à ce qu'on vit, notre mode de vie actuel. On ose y croire. On ose croire au bonheur. On ose croire à l'amour. Tu sais, quand on a toujours été malheureux, hein? Puis l'amour frappe à la porte, le bonheur frappe à la porte, puis on lui dit va-t'en. Quasiment. Moi, je pense que les gens vont y arriver tranquillement parce que les gens ne sont pas satisfaits de leur mode de vie actuel. Hein. Dans la société de consommation, là, on est quoi? On est comme des numéros. On est juste bon à consommer, puis à payer des taxes, puis c'est tout. Mais on veut accomplir des choses dans la vie. On veut vivre, on veut palpiter de vie, on veut sentir le changement des saisons, on veut sentir le soleil sur sa peau, on veut aller sous la pluie aussi. Toutes ces choses comme ça là, qui font partie de l'atavisme du genre humain. De notre bagage culturel immémorial. La connexion avec le monde vivant, les bêtes aussi, le bien manger, partager la nourriture, prendre du temps aussi pour préparer la nourriture. Puis aussi, il va y avoir ça va être très différent. Il va y avoir beaucoup plus d'objets de la vie de tous les jours qui vont être fabriqués à la main. Bon, un objet fabriqué à la main est beaucoup plus durable qu'un objet de la société de consommation. On peut se fabriquer un vêtement et il peut durer presque toute la vie quand il est bien fait. C'est un peu la même chose avec la permaculture. Il y a le cas de Seppolzer en Autriche. Il est arrivé dans sa vallée, le Krameterhof, à la fin des années 60, début des années 70. Puis il a commencé à implanter autour de sa maison. Au terme de 30 ans, il avait entièrement changé toute une vallée complète, à lui tout seul, ou presque, avec des petites implantations bien réussies, successives. Et il a même fait augmenter de 3 zones de rusticité le climat de sa vallée. Quand il est arrivé,
dans sa vallée, là, en Autriche, là, proche de la Forêt-Noire, il y avait juste des genévriers malingres, des petits conifères malingres, puis de la bruyère, là, puis des chèvres qui broutaient. Là, maintenant, il y a des fruits tropicaux qui poussent là, chez lui. Fait que, donc, il a transformé sa vallée en véritable paradis, puis c'est le travail d'un seul homme, ou presque. Là. Toute sa vie, il a eu maille à partir avec le ministère de l'Agriculture autrichien, il était traîné en procès, il a toujours gagné ses procès, mais... Il dit d'ailleurs dans la préface de son livre, j'ai éprouvé toutes les afflictions de ma vie du genre humain, par le genre humain, et j'ai trouvé toutes les consolations par la nature. Ça en dit long, non? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est des êtres vivants, on fait partie d'un tout, la nature qui nous environne, puis et le plus qu'on est en communion avec la nature, le mieux on se porte, plus la vie est heureuse. Les maladies aussi, hein? On attrape toutes sortes de maladies aujourd'hui qu'on ne devrait pas attraper. Il y a des maladies qu'on n'a pas le choix de les attraper. Là. Mais, et aussi, c'est une question immense, en fait. C'est le mode de vie qui va changer. Là. On ne prend plus le temps de lire, on ne prend plus le temps de parler à son voisin. Moi, quand je vais chez quelqu'un, là, puis je fonde une ferme forestière, on va appeler ça comme ça, on est un groupe, j'étais avec la famille, puis là, on se promène en excursion sur le terrain du client. Là. Puis là, je montre plein de choses. Et tout à coup, on voit un monsieur, une madame qui arrive, puis il dit « Oh, ça a l'air intéressant ce que vous faites, est-ce que je peux me joindre à vous? » Puis là, mon hôte, il répond « Mais vous êtes qui, vous? » Ben, la personne qui vient d'arriver dit « Ben, tu me reconnais pas, voisin? Je reste à côté de chez toi depuis 25 ans. » Fait que là, généralement, quand on part d'une ferme forestière quelque part, ben, il y a 2-3 fermes forestières qui se partent juste à côté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça qu'il faut habiter le territoire du Québec. C'est ça, le Québec. C'est plein de microsites là, qui se succèdent les uns aux autres. Chaque microsite a ses exigences propres qui appellent une ressource à cultiver dedans. Même 2-3 en étage. Là. On a un sol argileux, après ça, une poche de sable, après ça, on a un cours d'eau, après ça, on a une falaise de roche, après ça, on a une belle terre meuble, après ça, on a une terre noire qui est trop acide pour les cultures connues. Et que là, ça prend toutes des ressources différentes pour ça. Et que là, le fermier forestier qui habite ce coin de pays-là, avec toutes ces ressources différentes-là, ben, au printemps, il y a de quoi accueillir. Un petit peu plus tard, une autre affaire à accueillir. Un autre petit peu plus tard, une autre affaire à accueillir. Un petit peu plus tard, une autre... Puis là, les années se succèdent. Tous les jours sont différents. Il n'y a pas de routine en tant que telle. Une routine, oui, mais très, très douce. Et des journées toujours différentes. Et chaque jour présente ses nouveaux défis à relever, ses nouveaux petits problèmes à solutionner. Dans les fermes forestières, les gens sont très autonomes, sont solides, sont en bonne santé. Il y en existe des fermiers forestiers au Québec qui passent sous le radar, là, mais j'en connais. Et ils sont admirables de vérité, de franchise, de solidité aussi. Ce sont des gaillards, ce sont des gaillardes, des femmes aussi, solides, là, des belles musculatures. Là. C'est pas des obèses, là, flasques, là, puis tout gris, là, puis là, maladifs, là, comme les gens en ville. Ou comme trop de gens, malheureusement, à notre époque, là, qui sont scotchés devant leurs écrans d'ordinateur. Puis mettons qu'on s'imagine là, cette utopie. Donc, elle est implantée. On n'est plus dans se rendre là. On est rendu. Tu sais, ça fait que même quelques générations que les gens vivent de cette façon que tu entrevois. Une communauté moyenne au Québec, ça ressemble à quoi dans ce cas-là, dans ce contexte-là? Ce serait de très nombreuses petites communautés qui seraient toutes interreliées, mais qui n'auraient pas vraiment de grands centres. Les grands centres, je pense qu'ils exploseraient, là, ils seraient délaissés. Montréal serait un ghost city? Non, mais Montréal se déconstruirait puis reviendrait peut-être au stade d'une grosse bourgade, peut-être, puis Québec aussi deviendrait une grosse bourgade, là. Mais il y aurait beaucoup plus de gens en région. On est fasciné, hein, quand moi j'étais en Matapédia, j'étais fasciné de parcourir toutes ces distances-là en autoroute puis voir des paysages entièrement vides. Oui, c'est clair. Là, j'aurais vu des tas d'implantations de fermes forestières partout, puis il y aurait des tas de nourriture à produire. Quelqu'un, sa maison, mettons, elle serait pas sur le bord de la route. Ça ressemblerait à quoi? Ta maison est où? Elle serait au meilleur site possible. Bon, il y aurait beaucoup plus de petits chemins, il y aurait beaucoup moins de gens sur les routes et les autoroutes, parce que les gens, ils circuleraient beaucoup moins, ils seraient beaucoup plus autonomes, chacun chez soi, mais où, quand tu demandes quelque chose, on n'a qu'à aller chez le voisin ou le deuxième ou le troisième voisin. On peut y aller à pied ou à vélo ou avec une petite voiture, je sais pas trop, là. Ce serait un monde très, très différent. Par contre, une chose qui est très bonne à l'époque actuelle, c'est Internet. Internet permet vraiment des développements fantastiques de fermes forestières, d'acquisition de connaissances fines. Moi, vraiment, je pense pas que les fermes forestières pourraient exister sans tout le réseautage là, d'Internet. Mais pour revenir au moment présent, là, moi, admettons, j'entrevois ce futur-là. Puis je mets mon pari, parce qu'on fait toujours un pari sur le futur face à l'incertitude.
Et je m'engage sur cette voie-là. Au temps présent, il y a tellement de signaux sociétales qui sont contradictoires à cette vision-là. Tu sais, le discours officiel, c'est qu'on s'en va vers l'intelligence artificielle, vers la concentration humaine de plus en plus importante, la réalité virtuelle, tu sais, la société d'abondance due à l'automatisation, etc. Pourquoi, moi, en tant que jeune, je ne mettrais pas mon pari sur ce que tout le monde semble dire? Puis, si je m'engage sur la voie des fermes forestières, etc., un pari où je suis pas mal tout seul, au temps présent. Tu sais. Oui, il y a une communauté Facebook, il y a une sous-culture reliée à ça, dans laquelle tu baignes, puis tu es un leader, mais tu es aussi biaisé de comment moi je fais. Tu sais, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui a ces questions? Où trouver le courage de se lancer? Ben, en fait, c'est pas une question de courage, c'est une question tout simplement que la vie passe, puis on n'est pas satisfait de notre vie. Alors, on s'en va, on est en ville, là, puis on est entre quatre murs, là, puis tout ça. Et là, on va en campagne, puis on rencontre quelqu'un, puis il y a un lapin de terre qui est à vendre ou à donner quasiment. Au Témiscamingue, il y a des terres à donner, en Abitibi aussi. On fait un petit voyage, un peu, on sort de chez soi, là, puis on rencontre des gens, puis on rencontre toutes sortes de choses, puis on voit des opportunités. On voit des terres merveilleuses, mais dont personne ne veut, parce qu'elles sont toutes de dimensions petites ou moyennes, ne se prêtent pas à l'agriculture industrielle. La forêt qui est en place, ben, elle peut pas une bonne foresterie. La foresterie actuelle, ben, ça consiste seulement à tirer la matière ligneuse des forêts. Donc, il faut que les arbres aient un certain calibre, tout ça. Mais ça prend 30 ans. Et là, vous avez 30 ans, là, vous avez des arbres, là, vous ne pouvez pas rien faire avec ça. Il y a des champignons qui poussent avec ça. Là, vous commencez à vous intéresser à tout ça. Vous débarquez de votre voiture, là, vous entrez dans une petite forêt, là, vous cueillez des champignons. Puis là, ben, le propriétaire arrive furieux, puis il dit: qu'est-ce que vous faites chez moi? Ben là, je me suis regardé, j'ai vu qu'il y avait une superbe table de champignons chez vous. Évidemment, je ne repars pas si vous ne me permettez pas, mais regardez ce que j'ai trouvé. J'ai ça dans mon panier, patata. Là, le propriétaire, il va tout de suite changer de discours. Il va dire: ah, ben, mon Han, tu peux bien partir avec ça si tu veux, ça va me faire plaisir. Et là, si vous lui offrez ses propres champignons chez lui, tu sais. Et là, c'est un lien, c'est un pacte que vous venez presque de signer avec le type qui habite son terrain, qui découvre qu'il y a des champignons formidables qui poussent chez lui, puis que quelqu'un de la ville les trouve tellement bons qu'il a débarqué de son auto, qu'il a été les cueillir, puis vient. En tout cas. Et là, nous, on découvre toutes ces richesses-là, puis là, on voit le potentiel qu'ils ont. Il faut d'abord goûter, cueillir et goûter. Ça, c'est la première étape. Après ça, la révolution vient ensuite, je dirais. Ça commence par des gestes simples, une réappropriation, dans le fond, appelons ça comme ça, un grand terme général, la réappropriation de nos ressources comestibles sauvages nordiques passe par le plaisir de la découverte. Le premier plaisir de la découverte, ça prend un mentor, un guide, une excursion, tout ça. Et là, vous allez voir que, ah oui, c'est vrai, j'ai un oncle, j'ai un voisin, j'ai une terre chez moi, j'ai un ami qui a une terre. Il y a toujours quelqu'un qui a une terre, là, qui ne sait pas quoi faire avec, là, dans notre entourage. C'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre, là. On peut faire des alliances, on n'est pas obligé de posséder la terre, puis de créer nous-mêmes la ferme forestière, on peut la créer chez quelqu'un d'autre, faire un partenariat. Tu sais, les gens en ont assez d'être seuls, ils veulent travailler ensemble, les gens. On est des animaux grégaires, nous, les humains. On n'est pas obligé de posséder tout ce à quoi on touche, quand même. Hein. On peut... Moi, ici, par exemple, je ne possède pas la ferme du tout, c'est mon frère qui la possède. Mais on est comme indissociables. La ferme est impensable sans moi. J'ai pas envie de la posséder, la ferme, de toute façon. J'ai toutes les responsabilités du propriétaire que j'ai pas. Je suis très, très content, en réalité. Mon frère, il est bon en gestion. Fait que, il s'occupe de cet aspect-là. Puis moi, ben, je m'occupe de... Si tu veux un peu nous parler de l'historique de la Terre ici, parce que tu disais la découverte. Moi, un moment pivot de ma découverte, ça a été de se rendre compte qu'il y avait des arbres à noix au Québec, puis des arbres délicieux. Puis ici, on est dans un verger qui a une certaine... qui est très grand. Est-ce que c'est le plus grand au Québec? C'est celui qui a le plus d'arbres, mais c'est pas le plus grand en termes d'hectares. À l'heure actuelle, celui de Pierre-Boucher à Mont-Saint-Hilaire est plus étendu que le nôtre, mais il y a moins d'arbres à l'hectare. Parce qu'il y a plus une collection d'arbres en disposition de verger qu'il a. Il y a des frênes, il y a des bouleaux jaunes, il y a des tilleuls mélangés à ces arbres. Là, il va les enlever, il va les remplacer au fil des années par des arbres à noix. Mais nous, on est une culture de noix d'un seul tenant. Je parle contre l'agriculture industrielle, mais on est comme une ferme industrielle de noix, dans le fond. Mais pas vraiment, parce qu'on a toutes sortes d'autres choses avec nos arbres à noix. Nos arbres à noix sont concentrés en sous-verger. On a du noyer noir, on a du noyer cendré, hybride, différentes variétés. On a du noyer en cœur. On a des noisettes d'Amérique, des noisettes à long bec, alias coudrier. On a des chênes à glands doux, principalement chênes blancs, bicolores et à gros fruits.
On essaye des pacaniers du Nord, mais ça n'a pas l'air que ça veut marcher. Là. On peut-être se retourner de bord. On a du Carrier ovale, du Carrier lassigné, du Châtaignier d'Amérique. Toutes des noix qu'on voit jamais sur les étalages et qu'on n'a jamais entendu parler. C'est fou, hein? Puis en plus de ça, j'ai plein de champignons qui poussent dans les allées des vergers, que les gens vont venir cueillir. J'ai plein de laitues sauvages. Puis dans les parties là, du verger, là, on a un ruisseau qui traverse en oblique, là, dans le centre, en oblique, tout le long rectangle de notre terre agricole. On a un ruisseau, puis les berges, on les aménage en fruitiers, puis en plantes diverses. On fait un effort maximal. On a toutes sortes de belles choses, des framboises roses, alias ronces odorantes. On a du sorbier d'Amérique. On a des amélanchiers, des camerisiers. On a des pruniers d'Amérique, des cerisiers à grappes, du sureau rouge, du sureau blanc. On a des papards d'assimilés, évidemment. Qu'est-ce qu'on a donc? En tout cas, on a plein de choses comme ça. Et là, les gens vont venir ici, puis ils vont venir cueillir ces fruits-là en même temps qu'ils vont s'intéresser aux noix. Ça va être génial, tout ça. Puis, bien évidemment, quand on en a, on n'en a pas des grosses quantités. Nous autres, on a beaucoup d'arbres à noix pour rejeter les bases de l'industrie de la noix, là, au Québec solide. On a l'usine, on a de l'équipement. Donc, on ne peut pas posséder tous les arbres à noix au Québec. Là. On travaille fort pour créer d'autres vergers ailleurs, même si on a près de 4000 arbres ici à noix. Dans le fond, on n'est pas des petits rigolos, là. On y va à fond la caisse. On a une unité productrice. Donc, une ferme forestière, c'est vraiment comme ça. Dans le futur, ça va être une unité productrice de nourriture avec une spécialisation. Il va y avoir une production plus forte que les autres. Là. Ça dépend du type de sol. Nous, on avait un sol argileux. On y était en arbre à noix. Mais quelqu'un qui a un sol sablonneux, par exemple, ça pourrait être le safran. Ça pourrait être les asclépiades, par exemple. Mais les tiges asclépiades en asperges blanches, là, qui poussent admirablement bien dans le sable sans jamais se développer. Quelqu'un qui a une terre très, très acide, ça pourrait être le thé du Labrador, par exemple. Beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités. Quelques centaines de possibilités nouvelles s'offrent à nous. Puis par rapport à ça, est-ce que tu vois présentement du côté du gouvernement ou du côté des pouvoirs publics une volonté d'encourager ça? Une volonté de prendre conscience que ça existe, que c'est une possibilité, que ça serait un scénario peut-être même souhaitable, en fait? Bien, c'est assez difficile de comprendre ce que le gouvernement veut là-dedans. On dirait que le gouvernement, il est en retrait, il nous regarde aller, il attend qu'on soit fort, qu'on soit irrésistiblement fort pour nous proposer son aide. Bizarre, hein? C'est maintenant qu'il devrait nous proposer son aide alors que nous sommes faibles. Et une fois que nous sommes forts, ne plus nous aider. Hein? On se passe de son aide. Il fait le contraire. Il aide les plus forts, puis il aide pas en tout cas, les faibles devenir forts. En tout cas. C'est comme ça que je le vois. Mais il y a des projets en cours, là, comme il y a le Centre Arboria avec la station forestière de la Naudière où j'étais le vice-président, là, maintenant secrétaire. Ça va être un centre où on va mettre de l'avant vraiment la culture des femmes forestières, des PFNL. Là. Ça va être financé à hauteur de plusieurs millions de dollars. Là. C'est un gros projet. Mais il n'a pas encore été accepté. Là. Il va être déposé bientôt, là, d'ici 2 mois. Qu'est-ce qu'on a donc? On a des formations partout. On a une formation qui est en train de se séculariser, là, qui devrait se transformer en AEP, puis être diffusée dans différents cégeps, sur la quête professionnelle des commerciaux sauvages nordiques. Mais aussi un cours qui inclut hygiène et salubrité, transformation, démarrage d'entreprise, permaculture, tous les aspects qui permettraient non pas juste de former des simples cueilleurs, mais des fermiers forestiers qui créeraient chez eux ou quelque part des étals de comestibles sauvages nordiques à cueillir. Parce qu'à l'heure actuelle, on a tout scrappé la nature. Les étals sont plus là ou sont difficiles à trouver. C'est assez difficile d'un cueilleur, seulement un cueilleur professionnel. Il faut aller dans les étals, il faut aller loin, il faut les trouver. C'est pas évident. Puis souvent, on se présente, il est trop tard, il y a deux jours trop tôt. Mais avec les fermes forestières, on les réhabilite, ces comestibles sauvages nordiques-là. On les recrée en belles talles productives. Mais une talle productive, c'est pas une talle de plusieurs hectares. Là. C'est quelques mètres carrés, ça suffit. Là. Puis là, on va de l'avant avec toutes sortes de beaux projets innovants. Là, c'est fantastique, les belles bières qui se font aux différents comestibles sauvages nordiques, les desserts, les gelées. Les viandes aromatisées, ça s'en vient avec les comestibles sauvages nordiques. Donc, ça va bien. Pour comprendre, une ferme forestière, dans le fond, c'est de cultiver les plantes sauvages puis de les domestiquer. Est-ce qu'il y a le même processus de domestication puis d'amélioration de la grosseur des fruits? Oui, il y a la sélection génétique, là, c'est pas les OGM. Hein? L'OGM, c'est quoi? C'est un gène d'animal qu'on met sur un gène de végétal. C'est des Frankenstein. Mais la sélection génétique, c'est on prend des pommes puis on les transforme en pommes meilleures.
C'est des gènes de pommes, mais qu'on sélectionne. Et on fait ça avec les noix, puis on fait ça avec les plantes. On a toujours fait ça, nous autres, les humains, au point qu'on a beaucoup de choses qu'on mange, ça ressemble absolument pas à ce que c'était au début. Oui, les fameuses photos sur Facebook, là, ils comparent. Les fruits anciens. La banane originale puis la banane d'aujourd'hui. Ça, j'aurais même pas deviné que c'était une banane. C'est même pas, n'a pas de différence, c'est même pas la même affaire. Nous, les humains, on a vraiment le pouvoir de changer le monde. On est vraiment très bons là-dedans. On a créé les chats, on a créé les chiens, on a créé les vaches, les cochons, les poules. C'est toutes des créations, ça, là. À l'origine, il y avait la nature qui avait créé un animal, là, qui était un peu un prototype, on va dire ça. Et nous, on a pris ça, là. Puis à partir du loup, on a créé des caniches. Hein? C'est fort, ça. Le cochon, là, c'est une création de l'homme. Ça vient du sanglier. Puis on l'a sélectionné pour qu'il y ait 9 côtes sur chaque côté au lieu de 8. C'est carrément, là... c'est un prodige, ça, là. Puis on peut faire la même chose avec les arbres à noix. Les arbres à noix, c'est très, très long, ça prend des siècles. Le noyer de Grenoble, là, c'est le fruit d'une sélection génétique des humains qui s'est étalée sur près de 12 siècles. Imaginez-vous donc. L'Avelier, le noisetier supérieur qui se fait dans le monde, c'est une sélection génétique qui a pris environ 8 siècles, d'après les sources qu'on a. Ça remonte à la nuit des temps, ces sélections génétiques-là. On n'a jamais lâché. On est vraiment persévérants, nous autres, les humains. On est vraiment courageux, on est vraiment admirables. Sauf qu'on fait des saloperies, puis il faut les réparer, nos saloperies. Il ne faut pas les laisser là. Réparons nos saloperies, arrêtons de polluer, puis habitons la Terre en communion avec la nature, avec les fermes forestières, en tout cas dans le monde nordique, là. On est mort de rire. On a vraiment un pays fertile ici, des pluies régulières, des cours d'eau, on a des belles choses, des belles saveurs à extraire de nos arbres. Il y a des sèves, par exemple, nouvelles qui s'en viennent, les sèves du bouleau blanc, du bouleau jaune, toutes les saveurs extractibles de nos conifères. Là. On a le meilleur sapin au monde, le sapin baumier pour l'extraction de la saveur. On a le meilleur peuplier au monde pour l'extraction de saveur, le peuplier baumier. On a la sève du carioval qui est vraiment délicieuse, du noyer cendré également. On en a ici, là. Fait que c'est sûr qu'avec nos cariovales, on va pas seulement prendre les noix, mais on va aussi tirer un peu de sève. On sait comment faire maintenant pour tirer la sève d'un arbre sans trop le blesser, sans trop le taxer. On le sait, mais appliquons correctement ces protocoles-là. Servons-nous nos connaissances pour faire le bien et pas le mal. Mais à t'écouter parler, on va pas remplir les estomacs, tu sais, de calories. Puis ce dont tu parles, c'est beaucoup des extractibles, des aromates. Puis c'est beaucoup comme ça que c'est utilisé aujourd'hui, tu sais, dans la grande restauration, pour des saveurs inédites. Qu'est-ce que tu réponds à une critique qui dit « Ouais, mais il faut bien nourrir les masses, tu sais, puis c'est pour ça qu'on a... » En fait, cette critique-là, elle n'a pas lieu d'être si on vient à une de mes formations, à un de mes ateliers. On voit très, très vite que cette question-là trouve sa réponse. On voit comment c'est nourrissant, on voit comment c'est productif, un écosystème nordique en réalité, comment c'est savoureux. Mais ça implique qu'il y ait un rapport de non-délégation de la production, non? Ça implique que tout le monde mette un peu plus la main à la pâte puis développe un rapport d'autonomie par rapport à la production alimentaire versus simplement se dire, je dois pouvoir me rendre... Tu sais, je fais rien de relié dans ma vie à la nourriture, mais je dois pouvoir me rendre au supermarché puis que tout soit là pour moi. Évidemment, si tu t'attends à ça, ça marcherait pas, non, ce modèle-là? On pourrait pas remplir nos supermarchés grande surface des produits, des comestibles nordiques. On pourrait-tu faire ça? On pourrait. Pas que ça serait souhaitable, mais ça serait-tu possible? Oui, ça serait possible. D'ailleurs, j'achète plusieurs de mes comestibles sauvages nordiques au supermarché. Souvent. Non, mais je veux dire, les remplir comme l'espèce d'abondance grotesque là, des supermarchés, ça serait possible de se rendre là? C'est-à-dire qu'on aurait la même abondance, mais elle serait divisée en plusieurs petits centres, hein, puis avec des circuits courts, puis toutes des choses qui sont produites de proximité, qui sont transformées. Ça serait un autre monde, mais ça reviendra au même, dans le fond. Mais en fait, on aurait une grosse production de nourriture. Ça serait vraiment productif, d'après moi, les fermes forestières. Autant, sinon plus que les fermes agricoles, en réalité. Les fermes agricoles, c'est pas si productif que ça. Il y a tout le coût des intrants. Il y a le fait qu'il y a toute la dévastation du sol qui est faite pour ramener la culture d'un seul végétal. Il y a beaucoup de travail là-dedans. C'est pas pour rien que c'est subventionné aussi à outrance. Si demain, on retire tous les programmes de subvention, l'agriculture industrielle s'effondre comme un château de cartes. Là. C'est maintenu en vie artificiellement, ce projet-là, alors que toute l'humanité a toujours vécu avec l'agriculture biologique, dans le fond. Puis, ces modes de culture-là, ce qui développait des famines, c'était des catastrophes climatiques ou des guerres. Là. Mais le mot famine était apparemment inconnu des Amérindiens avant l'arrivée des Européens. Il n'y avait pas de traduction là, de ce mot-là dans la plupart des langues amérindiennes. Ils ne connaissaient pas ça. Ça n'existait pas une année sans nourriture. Mais dans le monde agricole, si la récolte de blé est scrapée par trop de pluie ou trop de froid, là, c'est la faim. La faim FAIM.
et la fin F-I-N. Mais dans le monde permaculturel, non. Il y a toujours quelque chose Donc, qui va succéder à... Encore une fois, c'est l'ignorance, en fait. C'est dans le sens que la critique qu'on pourrait même faire à ce modèle-là, par rapport, comme ça, tu disais, à être capable de nourrir les masses, même là, d'un point de vue technique, ça ne s'appliquerait pas selon toi, c'est ça? Non, ça ne s'appliquerait pas. On pourrait nourrir les masses. Et même, je pense que le Québec, si c'était produit de nourriture sur le mode des fermes forestières, de permaculture à grandeur, là, il pourrait nourrir presque le monde entier, lui tout seul. Ce serait un grenier. Ça serait très, très, très nourrissant. Puis, oui, c'est grand le Québec. Ça fait que ça inverserait le rapport où il y a juste les Canadiens français qui travaillent dans le monde. Tu sais, quand on va à l'école, tout le reste est la société du loisir. Ouais, puis... mais un travail agréable. Par exemple, bon, là, aujourd'hui, là, on est rendu, mettons, le 16 septembre. Mais c'est le jour où les clitopiles petites prunes sont disponibles dans la plantation de sapin qu'on a. Bon, la plantation de sapin, elle a un demi-hectare. Alors, on rentre dans la plantation de sapin, on cueille les clitopiles petites prunes, puis, chemin faisant, qu'est-ce qu'on peut cueillir d'autre? Peut-être des groseilles qui sont bonnes là, sur les pourtours. Là, et après ça, on revient, puis on cueille quelques salades, quelques laitues forestières. C'est sûr que le fermier forestier, il ne va pas nourrir à lui et tout ça, toute la planète, mais il va nourrir assez de gens. Il va se nourrir lui aussi très, très bien. Moi, je suis convaincu que quelqu'un qui découvrirait tout ça puis qui goûte à tout ça va y trouver son compte puis il va aimer ça. Mais qu'est-ce qu'on fait, admettons, de quelqu'un qui dit moi, j'aime l'idée que tous les produits du monde soient disponibles à mon marché local. Tu sais, je veux pouvoir manger des fruits qui viennent d'un lointain continent. Je veux pouvoir... Si c'est ça, tu sais... Évidemment, il y a mille et une raisons pour lesquels ça, c'est pas nécessairement viable pour l'ensemble de la planète, j'en suis conscient. Mais il y a ça à défaire, il y a ça à déconstruire parce que j'imagine qu'il y a des gens qui pourraient dire moi, je suis complètement ouvert à manger des comestibles nordiques, mais je veux pas pour autant arrêter d'envie de manger, par exemple, sur les oranges. Ouais, exactement. Les tomates. Exactement. Les tomates. Bon, les tomates, on peut en avoir au Québec, là, on peut en cultiver, tout ça, puis après ça, on peut en transformer. Mais pour les oranges ou pour les agrumes, il y a des choses qui peuvent les remplacer ici. Mais je pense pas que l'économie mondiale va s'effondrer au point que les produits exotiques vont être complètement hors circuit un jour. Là. Moi, je ne suis pas un prophète, là, je ne vois pas ce jour-là arriver. Mais je pense que tout ça va ralentir quand même, parce que le coût de l'énergie, il va être là. Au moins qu'on trouve une autre source d'énergie. Il y aurait à nouveau un rapport de délicatesse avec le fruit lointain, dans le sens qu'au lieu qu'il coûte moins cher que le fruit produit à côté de chez vous, il va coûter plus cher parce qu'il vient de plus loin. Là, dans un premier temps, la situation va être inverse, c'est que la bouffe d'ici va coûter beaucoup plus cher. Ça va être une bouffe de luxe. Je le dis dans mes cours d'ailleurs, la bouffe nordique, là, si vous partez une ferme forestière, attendez-vous à être back-order, vous allez tout vendre, puis vous n'allez pas fournir à demande. Parce que tout ce que vous avez produit, ça va être très, très, très prisé. Là. C'est savoureux, c'est nouveau, c'est inédit, il y a 1000 possibilités, les chefs en raffolent. Et là, vous allez les vendre dans les meilleurs restaurants. Le plus gros restaurant, le plus pété, là, sur lequel il y a des hélicoptères qui se posent sur le toit, là, c'est là que vous rentrez. Puis là, vous allez rentrer en cuisine, puis vous êtes le roi. On va vous accueillir à bras ouverts, on va dérouler le tapis rouge devant vous. Moi, j'ai vu des choses fascinantes. Là. J'ai formé un cueilleur. Puis le cueilleur m'a dit, Yvan, il faut absolument que je te présente au chef de l'hôtel où j'amène mes affaires. Il va absolument te rencontrer. Oui. Le gars, il va. Le chef, c'est un Français, là, Tony Truant. Là. Il ferme la porte de son bureau derrière nous, puis on y jase pendant 2h30 de temps. Là, le téléphone sonnait. Chef, il y a une urgence. Il raccrochait brutalement en disant, plus tard. Ils ont cogné à la porte. Chef, non. Puis moi, j'étais comme... moi puis mon cœur, on était habillés comme des BS, là. On n'était pas vraiment... On n'était pas des bonhommes à cravate du tout. On n'était pas des riches, des puissants de la terre. Moi, j'étais un professeur. Puis mon cueilleur, c'était un fermier forestier qui restait à côté. Vous sentiez le champignon, là. On sentait... Puis là, je montrais au chef toutes les ressources sauvages nordiques qui pouvaient exister en images. Je faisais un petit rapport rapide. Là, les yeux lui brillaient, tout ça. Puis à un moment donné, le téléphone sonne, puis c'est le patron de l'hôtel qui appelle. Le chef, il dit « Plus tard! » Clic, il raccroche au nez. Fait que, donc, vraiment, faut pas s'en faire. Quelqu'un qui va se partir une ferme forestière, généralement, son problème, c'est qu'il va être trop célèbre, trop aimé, puis il a arraché son linge sur le dos quasiment en partant, il va être une rockstar. Mais il n'y a pas un paradoxe où la raison, si on veut, une des raisons qui peuvent motiver ce retour à la Terre, c'est justement se reconnecter à la communauté, remettre les gens en lien les uns aux autres. Si on veut sortir des hiérarchies absurdes qui caractérisent notre société. Mais
comment tu fais la réconciliation entre ça puis le paradoxe que pour le moment, mettons, les comestibles nordiques s'adressent justement à upper middle class puis du monde riche dans des lieux qui sont hautement privilégiés, en fait, finalement. C'est que, je veux dire, si t'es justement quelqu'un un peu... Une personne moyenne, t'as pas les moyens, en fait, d'accéder à ça d'un point de vue du consommateur. Comme t'expliquais tantôt, peut-être toi te lancer là-dedans, d'en participer à un projet, ça, c'est plus possible. Mais du point de vue du consommateur, clairement, ça s'adresse à des gens qui sont en moyen, non? Ouais, donc c'est vraiment bizarre la situation à l'heure actuelle. C'est que les comestibles sauvages nordiques, il y a deux clientèles. Les très riches et les très pauvres. Au milieu, le monde sont un peu barrés. C'est comme le cannabis de haute qualité. les très pauvres, ben, ils n'ont pas le choix de rester chez eux puis d'aller cueillir la bouffe dans la nature autour, puis en manque, fait qu'ils en plantent, puis ils en ont, puis ils mangent mieux quand ils font. Tu sais, le pauvre qui se fait un potager, il mange les meilleurs légumes que le gars de la classe moyenne, je pense. Et le riche, lui, il peut payer très cher les fruits ou les légumes biologiques, Fait que c'est un peu comme ça avec les comestibles sauvages nordiques. Malheureusement, c'est destiné là, pour les prochaines années, là, dans une phase transitoire, à l'élite. Bien sûr, on a les moyens de les payer. Ça va dans les très, très grands restaurants. C'est servi au compte-gouttes, là, des petites quantités. Là. Mais ça peut rendre les gens réfractaires à comme être gossés par la mauvaise affaire dans tout ça. Parce que si chaque fois que les premières fois que tu interagis avec des comestibles nordiques, t'es comme, hey, ça coûte la peau du cul, puis j'ai comme une petite affaire de riche, j'en ai rien à foutre, c'est de la merde, tu vas être gossé par tout ce côté pédant, tu sais. Mais je suis pas en train de dire que c'est ça qui arrive, mais il y a pas un peu ce risque-là, peut-être, que tes référents soient justement, OK, ben ça, c'est pas pour moi, c'est pour du monde riche, tu sais. Non, l'humain n'est pas fait comme ça. L'humain est pétri de jalousie et d'envie, hein. Donc, comment ça marche? C'est que si vous prenez un comestible nouveau, vous l'établissez en prestige, puis la valeur sur le marché est très élevée, ben, tout le monde va en vouloir. Alors là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est la demande et l'offre, que la demande va être forte, et qu'il va falloir que l'offre accote la demande. Hein? En macroéconomie, ça marche de même. Et que là, il va y avoir du monde qui va se mettre à en produire, puis en cultiver, puis en cueillir plus, puis ça. Là, le prix va baisser. Puis là, ça va se démocratiser. C'est ça qui est arrivé avec la patate, le chocolat, à peu près tout ce qu'on connaît. Le café. Le café, au début, c'était pour les riches, cette affaire-là. Au 19e siècle, là, vers 1250, le français moyen, il n'y avait pas les moyens de s'acheter du café. Il buvait du café de gland de chêne, imaginez-vous donc. Mais là, maintenant, c'est le contraire. Le café de gland de chêne, c'est réservé aux riches. Ou aux très pauvres, ou aux gens qui viennent dans mes formations. Mettons la farine d'épeautre ou des affaires de même, là, tu sais, que t'entends, ou je sais pas, que c'était le paysan moyen, ou à l'époque qui utilisait ça, puis là, maintenant, tu t'en vas, ton pain fancy ou la farine d'épeautre qui coûte cher, tu sais, c'est... Avec les petites baguettes en l'air, là, on est bien fiers de nous autres quand on a notre farine d'épeautre. Ça marche quand même, c'est vraiment bizarre. C'est le monde à l'envers, dans le fond. On vit dans un monde fou. Je vous l'apprends pas, mesdames et messieurs. Nous vivons dans un monde fou. Tout est à l'envers. Et là, on veut le remettre à l'endroit à ce monde-là. C'est pas moi qui vais y arriver tout seul, c'est sûr, mais je fais ma part. Puis avec tous mes élèves, puis les formations que je donne, puis j'ai beaucoup de vieux dans mes formations aussi, mais moi, les vieux, je les trouve trippants parce que le vieux, généralement, c'est un ancêtre. Puis il y a des enfants, puis il y a des petits-enfants. Puis, généralement, les fermes forestières, pour moi, c'est des projets de longue durée qui ont besoin d'interpeller et d'impliquer plusieurs générations successives. D'être légués. Puis Oui, d'ailleurs, on peut remettre en question le modèle actuel, hein, où les enfants ne vivent pas avec les parents, puis les parents ne vivent pas avec les grands-parents, trop. On vit séparés les uns des autres, mais normalement, en communauté, on devrait vivre ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une synergie entre le modèle que tu proposes puis son côté logistique, puis ce qu'on pourrait souhaiter pour une vie humaine plus intéressante. Parce que, étant donné que c'est des lieux qui sont plus petits, qui sont plus conscrits dans l'espace, puis que ça nécessite plusieurs de ces lieux-là, en effet, par défaut, ça implique un groupe de gens qui sont en communauté ensemble, en train de travailler en projet là-dedans. Fait que c'est comme si c'est deux choses qui vont de pair ensemble. Fait que de ce point de vue-là, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Si on veut décrire, mettons, à quoi va ressembler le monde du futur, là, les maisons, d'après moi, vont être toutes plus petites qu'à l'heure actuelle. Les maisons sont démesurément grandes et vides. Elles seront davantage peuplées, plus petites, plus peuplées, mais les gens seront moins dans les maisons, peut-être plus dehors dans la maison, dans la nature autour, dans des petites unités autour de production, le hangar, le petit garage, tout ça. Et il va y avoir une place centrale dans chaque maison, parce que ça va être les rocket stoves. Hein. Fait que le rocket stove, il va servir à la fois de four puis d'unité de chauffage. Il va y avoir une forme circulaire. Il va y avoir des serres passives. Beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de ressources qui peuvent exister dans les climats du Nord, mais qui peuvent être affectées par des trop grands froids. Surtout au niveau des fleurs femelles, là, productrices de fruits ou de noix au printemps. Il faut que
le végétal soit gardé dans un endroit froid, mais pas trop froid, pour qu'il fasse sa dormance correctement. Et c'est pas des serres telles qu'elles existent à l'heure actuelle qui peuvent leur rendre ce service-là. Là, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, là, comme les serres passives avec des évacuateurs d'air. Il va y avoir aussi beaucoup de déchiqueteuses. Il va y avoir beaucoup moins de tracteurs et de gros équipements agricoles dans les fermes forestières du futur. Il va y avoir des petits équipements et des équipements bizarres comme des déchiqueteuses. Parce que le pays de bois, vraiment, ça va être une pratique tout à fait normale dans le futur. Ça régénère des sols de façon fantastique. C'est une invention québécoise, d'ailleurs, le BRF, bois raméal fragmenté. Donc, il y a des choses comme ça qui s'en viennent. Hein? Puis tout le monde concourt à ça dans l'ensemble. Il y en a qui sont très bons en permaculture. Moi, je suis bon en noix, en mycologie aussi. Mais c'est assez rare qu'un gars est bon dans tout, hein, évidemment. À la gang, on va les avoir. T'as jamais pensé écrire une fiction qui serait dans le contexte de ce Québec du futur? Parce que je sais que t'es un féru de littérature, puis écrivain. Je veux pas te mettre en the spot, mais... Ouais. Ça paraît juste dans la façon dont tu t'exprimes que le langage, ça t'habite. Là. Ouais, tu as pensé? Oui, j'ai pensé souvent. Là, j'imagine, il manque l'amorce, hein, il manque le point d'ancrage du récit. Là. Mais j'imagine un monde là, où un monde dystopique, uchronique, c'est-à-dire un autre temps. Et si, hein, on commence à et si le Québec d'aujourd'hui, il avait été formé, il avait été fondé, un événement du passé avait été différent. Ça donnerait quoi aujourd'hui? Je ne sais pas c'est quoi l'événement déclencheur. Comme par exemple, il y en a une uchronie caractéristique, c'est si Napoléon avait gagné à Waterloo. Si la déclaration d'indépendance du Bas-Canada de Robert Nelson avait fonctionné. Oui, tout à fait. Ouais, j'avais un collègue au ministère d'éducation qui songeait à écrire un roman là-dessus, un roman uchronique avec où Sidi Berville avait réussi à chasser les Anglais d'Amérique du Nord. Il a failli y parvenir, à lui tout seul, ou presque. Ou si Jacques Cartier avait réussi son installation des colonies dès 1541 à Québec, au lieu que ce soit Champlain 70 ans plus tard qui réussisse enfin. On aurait 70 ans d'avance de développement, on serait peut-être les maîtres de l'Amérique du Nord. Ça donnerait quoi que des Français, des descendants de Français, soient les maîtres de l'Amérique du Nord plutôt que des descendants d'Anglais. Là, ça se discute, là. Bon, ça, c'est des uchronies politiques. Mais il y a d'autres uchronies, hein, des uchronies sociales qu'on pourrait écrire. Et écologiques aussi. Et écologiques. Et là, il y a beaucoup de choses à penser. Par exemple, là, mon personnage, il se promènerait, là, mettons, il se promènerait sur des routes qui auraient dû exister mais qui n'existent pas. Là. Ça, j'adorerais faire ça. Là. Et là, je décrirais le paysage autour de lui, les maisons, comment les paysages seraient luxuriants, mais comment les paysages seraient refermés. Hein. Des paysages ouverts, là, avec des lignes d'horizon au loin, là, des longs champs, il n'y en aurait presque plus de ça. On serait comme presque toujours dans une sorte de jungle. Ce serait bizarre, mais ça serait ça. Mais il y aurait de la bouffe partout, par exemple. Beaucoup plus d'animaux aussi. D'animaux sauvages, ça serait vraiment... les rivières seraient beaucoup plus poissonneuses. On pourrait boire l'eau dans n'importe quelle rivière ou presque. Ça serait très différent d'aujourd'hui parce qu'il n'y a presque pas de fertilisants chimiques en permaculture. Puis là, est-ce que ton personnage, il se balade dans tout ça, dans ce merveilleux paysage avec un iPhone dans ses poches aussi? Ben là, j'ai pas pensé à ça encore, mais probablement que la technologie de communication se développerait sensiblement de la même façon. Mais dans ce monde-là, est-ce que le reste du monde en dehors du Québec a évolué comme on le connaît présentement? Puis c'est comme spécifique au Québec. Non, il y a eu une... au Québec, au nord-est de l'Amérique, disons. OK. Ouais, au nord-est de l'Amérique. Mais pas mal au Québec à cause de... Ici, c'est très spécial. Hein? On a, par exemple, des noix, là, de noyer noir sont plus succulentes que les noix de noyer noir des États-Unis parce que ici, il y a le froid qui concentre les sucres et les sucres dans les arbres beaucoup plus sévèrement. Ça se reflète sur le goût des noix. Imaginez-vous, nos noix sont moins grosses, moins charnues, mais beaucoup plus savoureuses. Je sais, je ne veux pas me vanter. Je trouve que nos noix sont meilleures que c'est. C'est souvent comme ça avec nos conifères aussi. Mon personnage, dans ce roman dystopique-là, uchronique, il rentrerait dans un restaurant, et là, il y aurait la description du menu qui serait... c'est un restaurant normal, c'est banal. Il peut rentrer dans un casse-croûte. Le personnage se montrerait un peu critique. Là. C'est ça qui m'est arrivé d'ailleurs avec des élèves que j'avais amenés à la traite à Wendake il y a environ 6-7 ans de ça. C'est mes élèves en comestibles sauvages nordiques. Là, ils suivent mes formations. C'est un restaurant, ça? C'est un restaurant amérindien. Okay? De gastronomie. De gastronomie, de haute gastronomie nordique qui est tenu par un Québécois, mais qui essaie de recréer la cuisine amérindienne, principalement huronne et montagnaise. Mais il y a des éléments algonquins là-dedans. Là.
C'était un effort héroïque, là, remarquable. Là, moi, j'étais enchanté de ma visite. C'est un hôtel-musée. Hein. C'est un hôtel, il y a un espèce de musée là-dedans avec beaucoup de pièces là, qui sont là à vendre, là, qui sont artisanales, faites par des Hurons-Wendat, hein, de la communauté de Wendake. Et il y a le restaurant qui s'appelle La Traite. C'est pas un petit amphithéâtre extérieur à côté aussi? Ouais. Il y a des spectacles? Il y a un spa, il y a ça. Ouais, c'est génial. C'est dans le Québec, là, il faut aller oui, tout à fait. À Wendake, visiter ça. Parce que c'est nos ancêtres, ces gens-là. Hein. On a pas mal de... Moi, j'ai du sang, d'eux autres un peu dans les veines, puis pas beaucoup, mais un peu. Puis c'est notre pays. T'sais, les autres, là, ils ont compris comment on devait vivre dans notre pays, puis on a tout balayé ce qu'ils ont développé. Mais il faut retourner à ce qu'ils ont fait. Même eux, ils sont tombés dans l'oubli de ça. Le chef de La Traite à Wendake, au début, à la fondation du restaurant, il s'est présenté avec un coffre, puis devant les chefs Huron-Wendat du conseil, là, il dit, ben voici ce que vos ancêtres mangeaient. J'ai ouvert le coffre, puis les chefs n'en revenaient pas, les Huron-Wendat. Même eux étaient dans l'ignorance de ce que mangeaient leurs propres ancêtres. Alors mes élèves et moi, on va manger là. Là, on ouvre le menu, puis on voit que c'est un menu d'inspiration française, avec des tas de trucs qui ne devraient pas figurer là-dedans. Et là, évidemment, nous, on se met à faire ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire on a de la cueillette fine, d'items dans le menu qui comportent au moins un ingrédient nordique. Parce que là, ils avaient suivi mes cours, puis ils avaient goûté à tout ça. Là. Ils étaient arrivés avec un esprit hyper critique. Ils étaient d'une humeur massacrante. Ils ont détesté leur expérience. Ils ont trouvé que c'était minable. Mais moi, j'étais enchanté parce que j'ai vu l'effort qui était fait, puis comment c'était émouvant. C'est sûr qu'on n'était pas arrivé au stade où on a une vraie gastronomie nordique 100% forestière, comme dans mes formations. Mais mes formations sont expérimentales. Là. Un restaurant ne pourra pas faire ce que je fais. Ça coûterait bien trop cher. Chaque assiette, ça n'aurait pas de bon sens. Par exemple, il n'y a même pas de manneau-main là-bas au menu. Quand on est le manneau-main, c'est, imaginez-vous donc, la graminée aquatique qui est carrément inventée par les Amérindiens. Ici, dans le nord-est de l'Amérique, là, c'est le riz sauvage. On pourrait appeler ça le riz sauvage, mais le vrai riz sauvage, c'est tout autre chose au plan botanique. C'est pas du riz du tout, c'est la zizanie aquatique. On appelle ça du manneau-main ou manneau-mine. Mais à toute fin pratique, ça se mange, ça s'apprête comme du riz. Comme du riz, mais ça prend beaucoup plus de temps à cuire. C'est des grains très, très longs, très, très noirs. Puis ils sont prêts à manger quand ils éclatent un peu. Ils s'ouvrent, là. Puis la chair à l'intérieur du grain, de chaque grain, elle sort à l'extérieur comme un peu comme un popcorn. Fait que c'est une sorte de drôle de riz qui est toujours bon à manger quand il a l'air trop cuit. Ouais, ça prend 4 fois plus d'eau. Puis ça, si tu vas au supermarché, tu trouveras pas ça. On trouve ça aux épiceries tôt, puis à des épiceries fines. C'est encore à l'heure actuelle disponible parce qu'il y a à la main par des Amérindiens dans des canaux, des toiles déployées dans les canaux, puis des coups de rame donnés sur les plantes. Là, c'est des plantes aquatiques, cette affaire-là. Là. Puis là, ben, après ça, c'est décortiqué. Là. C'est fantastique, ce truc-là. Mais c'est dur à trouver. Mais je le trouve dans les supermarchés. Là, ça figurait même pas au menu de Wendake, cette affaire-là. C'est comme un must. Puis il y a 0 champignon sauvage aussi. Hein? Les Amérindiens, ils ne mangeaient pas de champignons sauvages. Ils n'arrivaient pas à les reconnaître ou ils ne s'appliquaient pas assez à l'étude de ça. Là. Mais par contre, ils avaient eu quelques mauvaises expériences puis qu'ils ont dit que c'était peut-être plus prudent de s'en abstenir complètement. Oui, mais par contre, ils étaient forts en viande de gibier. Ils avaient leur force par ailleurs. Ils étaient faibles en champignons sauvages. Ils étaient forts en épices, en aromates forestiers tirés des conifères. Ils étaient champions là-dedans. En viande de gibier, ils la cuisinaient admirablement bien. Vous savez que la viande de gibier, là, avec des aromates tirés de nos conifères, c'est absolument succulent. Ils étaient relativement faibles aussi en légumes racines puis en légumes de toutes sortes. Ils étaient moyens en noix aussi. Certaines peuplades étaient plus fortes que d'autres en noix. Mais ils étaient bons, par exemple, avec certaines ressources, comme par exemple, ils travaillaient très, très bien la quenouille. Ça, c'était vraiment intéressant. Et ils avaient des choses qu'on n'a perdu, comme la cimine, le fruit de la ciminée trilobée, mais pas ici au Québec. C'est plus dans les Appalaches au sud. Ils avaient des tubercules étonnants comme le wapato, le tubercule de Sagittaire alcifolié qui était succulent. Ils avaient des tas de choses comme ça. Là. Ils mangeaient beaucoup de racines aussi, mais pas des légumes racines. Ils mangeaient carrément des racines ou des parties enfouies souterraines de végétaux là, qui n'ont pas de partie aérienne comestible. C'était un autre monde. Ils mangeaient amer aussi. Ça, c'est étonnant. Hein? Nous, on ne mange jamais rien d'amer. On boit amer, puis on mange sucré ou gras. Eux, c'est le contraire. Ils buvaient sucré, puis ils mangeaient amer. C'est ça? Oui, c'est ça. Ils mangeaient amer. Ils buvaient amer aussi, je pense. Mais l'amertume était vraiment une saveur prisée par les Amérindiens. Ça, c'est une limitation aussi au développement de ces comestibles-là.
c'est des saveurs plus ou moins... Le sucre est plus ou moins présent. L'amertume, elle l'est beaucoup. L'astringence, des sensations que... Qui sont désagréables pour des palais occidentaux un peu dégénérés, comme les nôtres. Mais des profils aromatiques aussi qui peuvent être confrontants. Une noix qui te rappelle un vieux fromage, admettons, comme si pour toi, c'est bizarre, peut-être ça peut être un turn-off. Moi, au contraire, j'aime les fromages forts, fait que je trouve ça merveilleux. Ouais, c'est le cas de la noix de noyer noir. Oui, justement, c'est ça, exact. Mais c'est vrai que si t'es vraiment campé dans une vision stéréotypée de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, est-ce que tu vas avoir de la difficulté ou, selon toi, le goût va tellement juste être merveilleux que tu vas juste, malgré tes préjugés, tu vas faire « Ah ben non, c'est vraiment bon. » Bon, si on prend par exemple les mascoutés, les mascoutés, c'est les fruits, c'est le nom amérindien des fruits des sorbiers du Nord. Le sorbier du Nord, c'est le sorbier d'Amérique ou sorbier des montagnes, c'est le dernier fruit de sorbier comestible au monde. Tous les autres fruits de sorbier qui existent en Europe ont tous disparu à cause de maladies fongiques. Donc, il ne reste que notre sorbier d'Amérique pour produire des fruits comestibles. Comestibles, oui, mais immangeables. C'est horriblement amer. J'en ai fait une gelée l'année passée. Et immangeable, cette gelée-là. Plein de sucre. Mais avec plein de sucre en plus. Même à ça, elle demeure horriblement amère. Mais je vous assure que cette gelée-là, mais pleine de sucre, là, avec l'apport européen qui joue, mélangée à une viande de gibier, c'est fantastique. Il n'y a pas une gelée c'est comme une gelée d'atoka, mais à la puissance 10. OK. Mais c'est ça, c'est le sucre qui rend la chose possible, en fait. Oui, c'est ça. Fait que donc, on ne va pas renier les apports des différentes cultures. On va intégrer tout ça en un tout harmonieux, puis savoureux, encore plus savoureux. Dans le fond, on va recréer la cuisine des Amérindiens, on va créer le mode d'occupation des Amérindiens en Amérique du Nord, pour quand même épouser cette facette-là de nos ancêtres. Là. Puis, mais on ne va pas renier nos ancêtres européens non plus. On va prendre ce qu'ils savaient faire de mieux, mais on va tout mélanger. On va faire une fusion, dans le fond, sur des civilisations. Puis là, ça va être un monde vraiment merveilleux. Moi, en tout cas, si le futur du Québec est fait de fermes forestières, j'envie nos descendants. Là. Ils vont avoir une bonne vie, ils vont être en bonne forme. Ils vont s'aimer plus aussi. Ils vont avoir plus d'amour. C'est peut-être ça l'amorce de ton livre, que la dystopie, dans le fond, c'est que le personnage principal vit dans un monde tellement merveilleux puis tellement parfait, dans ce genre de paradis. Puis là, il veut s'enfuir. Puis il veut comme... Il a lu un livre des années 2000 dans lequel ça parlait de... J'ai entendu dire qu'il y a des endroits où tu vois des vieilles plantes de maïs à perte de vue, mais là, rien que ça, sur des kilomètres, ça a l'air malade. Oui, puis il s'ennuie d'un passé révolu où il y avait de la pollution à outrance. Je sais pas, là. Des vieilles autoroutes interminables. Wow. Des sucres raffinés qui trichent toute l'alimentation, puis des gens obèses. Il va voir à quoi ressemblent des gens obèses. Je sais pas trop, des gens tristes, malades, surmédicamentés. Mais moi, l'idée de s'imaginer une vie ici, whatever, que ce soit de la fiction ou une projection potentielle du futur, mais de se l'imaginer ici, mais qu'il y ait ce rapport qui est complètement différent avec la nature, automatiquement, je suis obligé d'imaginer les différences que ça implique d'un point de vue social, d'un point de vue culturel, d'un point de vue communautaire. Parce que l'exemple, une des phrases qui m'a frappé tantôt que tu as dites, c'est on vivrait un peu comme dans des jungles, un peu d'une certaine façon. On serait constamment entouré de nature. Il y aurait évidemment des clairières, des choses comme ça, mais on n'aurait pas ce sentiment que la normalité, c'est des grands espaces dégagés, puis que l'exception, c'est comme le bout de plus de nature. Puis juste ça, essaie de t'imaginer comme ça, ta vie, ta conception sociale, ta conception juste d'être constamment dans une forêt, sans nécessairement être un homme préhistorique, là, ou qui n'a pas accès aux commodités ou aux réalités modernes. Juste ça, j'ai l'impression que ça ferait un gros switch mental. Il faudrait quand même qu'il y ait des endroits où le soleil arrive au sol, parce qu'il y a des plantes couvre-sol, comme vous dites, du soleil. Hein? On peut pas être sous le couvert des arbres tout le temps, mais évidemment, on serait sous le couvert des arbres beaucoup plus souvent. Il y aurait des arbres de tous les âges, il y aurait beaucoup plus de diversité aussi au plan écologique. Il y aurait des tas d'arbres qui reviendraient en force dans nos paysages, des arbres à noix, les robiniers foie-cassia pour les fleurs délicieuses, etc., etc. Il y aurait des cultures de tilleuls, il y aurait des cultures de sorbiers, des glantiers, il y aurait des épineux aussi. Beaucoup plus. Les épineux feraient des retours, savamment disposés le long des clôtures, les bordures, les frontières.
Il n'y aura pas de clôture, il sera toujours des buissons d'épineux, ou presque. Là, parce qu'on ne peut pas passer l'occasion de produire de la bonne nourriture d'arbustes épineux quand on a une frontière. Il faut mobiliser le concept de frontière en nourriture également. Les frontières de bons comestibles. C'est de produire de la nourriture partout, tout le temps, disponible tout le temps. Peu importe les avanies de mère nature, les changements climatiques, tout ça. À condition que ça ne devienne pas tropical ici. Il faut que ça reste nordique, avec une longue dormance l'hiver, parce que nos végétaux seraient prêts à survivre à ça. S'il n'y a pas de dormance l'hiver, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de froid, nos végétaux périraient. Il faudrait les remplacer complètement. Ça m'inquiéterait un peu. Puis dans un monde comme ça, le rapport à l'automobile serait complètement transformé, j'imagine? Oui, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus à faire. Par exemple, moi, si je n'avais pas des formations données partout, là, je serais presque toujours ici. Hein. Puis il s'écoulerait des 4-5 jours sans que ma voiture sorte de la cour. Mais je suis toujours sur la route parce que j'ai des formations à donner. Je suis en mission, je vais partout au Québec. Dans la 9e Mauricie, j'ai des excursions, des ateliers, tout ça. Mais ça, c'est moi qui fais ça parce qu'on est dans un monde en transition. Et dans un monde de fermes forestières qui se développent un peu partout, là, je peux pas être partout, moi. J'ai pas à l'être non plus. Les gens ont à faire leurs propres expériences, leurs propres essais. Moi, je peux les aider, je peux les guider un peu au début, là. Puis je peux les soutenir aussi. Je fais beaucoup de mentorat. Hein? Je passe mes soirées là, à encadrer les gens qui font des cueillettes, qui m'envoient des photos, puis est-ce que ça se mange vivant, puis ça. Quand Donc, je suis un drôle de bonhomme. Je travaille tout le temps. J'ai presque pas de loisirs. J'ai presque pas de vie sociale. J'ai presque pas de vie culturelle. Je suis tout le temps en train de travailler là-dedans. Mais c'est là-dedans que tu retrouves tous ces éléments-là. Oui, mais j'y arrive. C'est que la vie de fermier fossile va être très étrange, même au regard des standards actuels. C'est que la notion de travail et de vacances, ça va cesser d'exister. Ça va, les deux mondes-là vont comme s'interpénétrer puis vont se confondre. On va toujours être en train de travailler. Avec des zones moins étanches de vacances-travail. C'est ça. Ça va être un drôle de monde. Hein? Ça n'a pas l'air chouette de dire ça. Dans un monde de ferme forestière, on va toujours travailler. Ah ouais, j'ai pas envie d'aller là. Non, mais je comprends. Ça va être un travail doux. J'ai un peu ce rapport-là parce que je suis toujours sur la route à faire des spectacles. Puis même si je fais juste 1 ou 2 shows dans la semaine, ben, le reste de la semaine, je suis quand même en train de faire quelque chose qui est relié. En fonction du spectacle, de la pratique. En fonction du spectacle, de la pratique, que ce soit de la gestion des réseaux sociaux. Toutes ces affaires-là, au final, font en sorte que on est toujours il y a de la job à faire. Puis étant donné que je suis mon propre employeur, mon propre boss, ben, il n'y a pas de moment circonscrit. Fait que clairement, tu tombes dans la zone où tu as l'impression de tout le temps travailler, mais au bout du compte, tu travailles quand même moins que quelqu'un qui est dans un format plus serré où les heures sont comptées vraiment. Oui, on le voit sur le marché du travail un peu cet avènement-là, parce qu'on voit de plus en plus de travailleurs autonomes, hein, dans le fond. Fait que le travail autonome, ben, c'est l'avant-garde des futures fermes forestières. C'est des unités productrices de nourriture autonomes, petites, faciles à gérer par un individu. Parce qu'une ferme agricole, c'est plus gérable, c'est trop gros. Ça demande un comptable, ça demande un secrétaire, ça demande un bureau. On est, là, ça devient une compagnie, cette affaire-là. Les compagnies, c'est correct qu'il y en ait, là. Je suis pas contre ça, là, mais tout le monde peut pas posséder une compagnie. Hein? Il y a quelques compagnies qui peuvent exister. Il y a du monde qui rentre dans les compagnies. Il y a plein de monde qui ne rentre pas dans les compagnies. Ils ne sont pas faits pour rentrer dans les compagnies. Ils sont trop créatifs, ils sont trop atypiques. Ils ne fitent pas dans le moule. Ils font faire quoi, ces gens-là? On va les tuer? On va les écarter? On va les envoyer sur notre planète? Non. Ils vont pouvoir trouver leur place n'importe où dans la société, mais en produisant de la nourriture, dans les fermes forestières, entre autres, ou comme travailleurs autonomes. Là. Les travailleurs autonomes, c'est quoi? C'est du monde qui n'arrive pas à rentrer dans les compagnies. C'est ça, là, les travailleurs autonomes. Comme moi. Moi, je suis un formateur autonome, un travailleur autonome. Je n'ai jamais réussi à rentrer dans aucune compagnie. Me présente, je dépose mon CV à un cégep, puis j'ai l'aide. Ils imaginent que j'ai une face de bandit, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai même plus de CV. Moi non plus, j'ai plus de CV. Je dépose plus de CV nulle part. C'est tout des contrats, des formations, tout ça. Puis je gagne mieux ma vie que dans le temps que j'essaie de travailler avec des compagnies. Puis je suis bien content, dans le fond, de ne pas travailler avec des compagnies. Mais j'ai pas vraiment de vacances. Quand je vais en voyage, là, ben, c'est un voyage que je fais pour ma job. Comme quand j'étais en France, ben, c'était pour voir les Noirs qu'il y avait là-bas. Puis les appareils, les équipements, les implantations, les expériences, plus les champignons sauvages, plus les plantes sauvages. Même en voyage, j'étais actif en réalité. Mais je travaille pas pour comme on travaillait avant. Je me tue pas à la tâche. Je travaille doucement, mais tout le temps. Puis entrevois-tu un moment où le côté mission va peut-être être plus mis sur pause, puis où tu vas plus te concentrer sur une forme comme tu disais tantôt, une sédentarité ici, à plus te concentrer sur le jour ici,
Et si jamais c'est le cas, c'est quoi? Qu'est-ce que t'attends? Ça serait quoi le signal pour toi que ça serait le moment De décrocher? Ben, pas de décrocher, mais tu sais, de passer dans une autre phase un peu par rapport à l'aspect mission. Ben, voyez-vous, ça, la retraite, ça n'existera plus non plus dans le nouveau monde des femmes forestières. On va travailler jusqu'à la fin de nos jours, puis on va pouvoir mourir en travaillant. Mais en travaillant doucement, dans le fond. C'est comme des vrais humains, dans le fond. La mort va nous surprendre à un moment donné, ou l'arrêt des choses va nous surprendre au milieu de l'activité. Puis ça n'aura jamais de fin, cette affaire-là. Je vois pas un moment donné, par exemple, ça m'arrive d'être fatigué. Je suis fatigué, hein, mais je travaille quand même. Puis la fatigue s'en va en travaillant. Mais je travaille juste un petit peu moins fort, puis c'est correct pareil. Comme les notions de vacances, de retraite, de travail, ça va disparaître, cette notion-là. Ça va être une activité humaine, ça va être une vie, hein, qui va être en continu. Ça va être très, très étrange pour nous, parce que nous, on vit des vies compartimentées. Hein? Mais les amis, ils vont venir nous voir pendant qu'on travaille, puis ils vont prendre la pioche, puis ils vont travailler un petit peu à côté de nous autres, ils vont tailler avec nous, ils vont partir. Puis je vais arrêter de travailler, parce que mon ami vient me voir. Viens, je te fais goûter à ma dernière confiture aux cerises, ou je te fais goûter à mon dernier vin de Cormier. Oui. Des trucs capotés. Là. Ah oui, je veux goûter à ça. On arrête, là, on jase, là, mais 2 heures après, on est encore là. C'est pas grave. Ah, il est 4h30, 5h, je retourne dans le verger, je travaille jusqu'à 6h, 6h30, 7h. Puis, j'ai pas faim là, fait que je mange pas là. Puis, les heures vont être de repas vont être très régulières aussi. Il va y avoir des jeûnes aussi. Là, on mange 3 repas par jour à côté. Puis, faut pas entrer comment on appelle ça, en hypoglycémie, toutes des foutaises comme ça. Mais c'est à cause du mode de vie moderne qui est hyper stressant. Puis c'est vrai qu'il faut pas entrer en hypoglycémie dans un monde moderne tel qu'on le vit, urbain, ultra sécularisé. Mais en femme forestière, moi, je suis dans le verger, j'étais à l'autre bout, là. C'est bien de valeur, là. Ben, j'ai pas faim, je reste là-bas, puis je m'en viens manger à 2h. Ou de manger à midi pile. Mm-hmm. Mais dans une grosse compagnie, mais c'est à midi là, que la cafétéria rouvre et que le repas est servi. Puis, admettons, pour l'éducation des enfants, la réalité de quelqu'un qui veut s'engager dans tout ça, de repenser le mode de vie, il y a un défi additionnel quand même avec habiter la terre comme ça par rapport à la réalité de l'école, tout ça, la réalité sociale des enfants. Ça, j'imagine que ça doit être un défi. Est-ce que les gens t'en parlent dans ça, dans les ateliers? Oui, je pense qu'il va y avoir le retour des écoles de rang là-dedans. Il va y avoir de la formation à la maison aussi. Par exemple, notre greffeur, là, c'est un gars du Nebraska. Là. Bon, ben lui, là, il vit dans une ferme forestière, OK? Au Nebraska. Il est venu greffer nos embrannois il y a quelques années, à 2 reprises. Ben lui, à 34 ans, il avait 18 enfants. Quoi? 18? De la même femme. OK? Puis il y en avait un en cours au moment qu'il est venu greffer. Il a commencé à 17 ans. Là. Il a commencé à 17-18 ans, ouais, c'est ça. Et que là, moi, j'ai dit, moi et mon frère, on se faisait la réflexion, on n'ose pas jeter un œil à la femme, elle doit être en bouillie, sa femme, tu sais. Là, on l'a rencontré 3-4 ans plus tard, parce qu'il m'a dit, OK, il nous a dit, je veux bien, on le rappelle pour qu'il vienne greffer une deuxième phase, 3 ans plus tard. Il a dit, OK, je viendrai bien, mais cette fois-ci, vraiment, il faudrait que je vienne avec ma femme, puis la moitié de mes enfants. Parce que je suis rendu à 24. J'ai eu des jumeaux. OK, là, je dis, OK, ça marche. Là, nous autres, on s'imaginait, ça va être le bordel. Il va arriver avec 14 enfants ici, là. Hein? Puis sa femme, là, la femme va être épuisée. Au contraire, la femme était pétante de santé, c'était une statue grecque, les yeux brillants, elle n'avait pas la fatiguée du tout. Mais vous auriez dû voir les enfants que ça donnait, par exemple. Autonome, courageux, vif, éveillé, vivant. Il n'y avait aucun petit prince là-dedans. Là, puis il n'y avait pas de comportement là, de chiolage insupportable, rien. Tout le monde s'entraidait aussi. C'était comme une communauté, cette famille-là. Je les emmenais en champignons. Des enfants québécois là, qui ne se sont jamais comportés comme ça. Hein. On se faisait bouffer bien raide par les moustiques. Il n'y en a pas un qui a dit un mot. Puis au contraire, il était joyeux. Puis il cherchait activement les champignons. Je pense qu'il y avait une meilleure vue. Il y a plus d'endurance. Il faisait chaud, il faisait humide. On était en sueur. Ils n'ont pas fait une remarque là-dessus. On a fini de retrouver plein de champignons. Ils ont cuisiné ça le soir même. Ils sont régalés. Ça va faire des humains bien différents de ceux qu'on est actuellement. Ça va faire des humains plus solides, plus vivants, qui vont arrêter de s'en faire pour des broutilles, hein? Qui ne sont pas hyper contrôlants non plus. Ça va être des gens plus souples aussi. Ça va être très, très, très... C'est très, très difficile. Je sais que c'est très difficile de vous faire comprendre un peu ce que c'est qu'un humain comme ça. Mais c'est un humain à l'ancienne
qui n'est pas stressé comme à l'ancienne non plus. Parce que nos ancêtres étaient stressés pas mal. Tu sais, il y avait les curés qui étaient sur leur dos, tout ça. Là. Non, ça va être des humains nouveaux, mais à l'ancienne en même temps. Je ne sais pas si ça me fait bien comprendre. Il va y avoir beaucoup d'éclectisme là-dedans. On va prendre le meilleur de l'ancien temps, puis le meilleur des temps modernes, puis on va fusionner tout ça. Puis c'est comme ça que l'humain est fait. L'humain est fait pour faire des erreurs et apprendre de ses erreurs. Et là, historiquement, les décennies passent, les siècles passent, on a multiplié l'expérience sociale, culturelle, économique. Puis finalement, on se rend bien compte que les grosses compagnies, c'est de la merde. Des fois, ça rend des bons services au niveau de l'innovation technologique, là. Mais ça pollue, puis ça aliène le monde. Dans des tours à bureaux, puis des grands centres. Ça fait des déplacements massifs de gens qui vont travailler. Puis des gens qui s'enferment dans leur voiture, là, puis font du pare-choc à pare-choc pendant des heures, là, chaque semaine. Ça, c'est aberrant, au fond. Puis on va vraiment, je pense que nos descendants vont vraiment nous regarder d'un œil critique, vont vraiment nous trouver stupides. Ouais, comme des débiles. Ils vont nous regarder comme des débiles. Puis c'est ça qu'on est des débiles. On va pas se le cacher. Moi, le premier. Je commence à m'extirper du monde de débiles dans lequel on vit, là, mais c'est à la force du poignet. Puis je suis loin d'être digne de l'idéal de vie que je me suis forgé. Et je suis comme une pâle copie de celui que je devrais être. Mais c'est par rapport à ça, c'est toujours... Moi, j'ai l'impression que c'est mieux de viser le tendre vers plutôt que... C'est quasiment impossible, en fait, d'atteindre les standards qu'on peut se fixer soi-même lorsqu'on procède à partir d'un idéal ou quelque chose comme ça, mais juste le fait d'être impliqué là-dedans, il y a la notion de work in progress infini aussi, parce que j'imagine aussi, tu sais, il n'y aurait pas d'aboutissement, j'imagine non plus au monde un peu dont tu parles, que comme, là, on est rendu, puis c'est ça, puis c'est terminé. Tu sais. L'innovation, elle peut encore être là, les nouvelles façons d'encore mieux faire les choses, peut-être même une remise en question qui peut apparaître, etc. Fait que c'est toujours un work in progress. C'est toujours un work in progress. Il y a une chose aussi que je peux dire, c'est que ce monde du futur-là, c'est dominé par les fermes forestières, là. En tout cas, dans un pays nordique, là, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans les autres pays. Là. Ça, il va s'en passer beaucoup de choses dans les autres pays, mais dans un monde dominé par des fermes forestières, puis dominé, si on peut dire ça, dominé, régulé par la permaculture, on va avoir beaucoup plus de pragmatisme sur le terrain. Avec là, des fois, j'écoute la TV ou j'écoute la radio, je suis fasciné de voir pas toutes les foutaises, mais toutes les réflexions politiques qui sont faites, qui sont vraiment vaines, dans le fond. Oui, mais si on pense ça, ou si on se tient le discours, est-ce qu'il ne va pas arriver ci, il va arriver ça? Puis, mon Dieu. On a des problèmes. Moi, le pragmatisme, c'est quoi? C'est un problème puis une solution. Ou c'est des problèmes, une solution, ou c'est un problème, des solutions. Des fois, il y a un problème, ça prend des solutions. Là, on a un problème au Québec, c'est qu'on est tous entassés comme des cons dans des pare-chocs à pare-chocs, des bouchons de circulation sur les autoroutes le matin. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il y a différentes solutions. Appliquons-les donc, ces solutions-là, au lieu de dire puis de chialer. Puis si ça prend des investissements, ça prend des investissements. Ça va être mais comme les ça. solutions, c'est construire plus de routes. C'est ça la solution au problème dont tu parles. Non, le troisième lien. Non, c'est toute l'organisation sociale qui est à redéfinir. Puis là, on ne la redéfinit pas. Une organisation sociale, ça ne se redéfinit pas du jour au lendemain. Il faut tranquillement commencer. En tout cas, on pourra en parler là, des bouchons de circulation. J'ai des solutions à proposer au ministère des Transports, mais on va s'en retenir. Mais disons, dans un monde dominé par les fermes forestières de la permaculture, le pragmatisme va vraiment régner sans partage. Les idéologies, puis les conceptualisations, puis les trucs abstraits, ça ne tiendra pas la route. Ça va être du concret. Des réunions de comités, des sous-comités, il n'y en aura plus de ça. Puis toute cette paperasse-là, puis cette bureaucratie-là, ça n'existera plus, ça. Souhaitons-le, mais faut quand même être méfiant parce que avec l'accumulation de données qu'on est en train de produire en ce moment, c'est comme si nos besoins d'archivage, nos besoins de bureaucratie, nos besoins de paperasse sont en train d'exploser, en fait. Moi, je distingue vraiment fermement l'archivage de la bureaucratie. Pour moi, l'archivage, c'est nécessaire. Il faut absolument qu'on archive nos essais, le résultat de nos essais, puis qu'on comptabilise tout ça, puis qu'on puisse faire le compte de nos essais, de nos succès, de nos échecs pour prendre des décisions. C'est la base même du pragmatisme. C'est l'archivage, dans le fond. Sans archivage, pas de pragmatisme possible. Mais par contre, tous ces protocoles-là qu'on se donne, ces comités, moi,
Moi, je repense toujours aux gens qui sont morts de froid dans leur voiture lors d'une tempête de neige il y a 2 ans sur l'autoroute 13 de Montréal. Puis, pour leur sauver la vie, il fallait que les autorités traversent 18 paliers de décision. OK? Les gens sont morts de froid le temps que la décision suprême travaille 18 paliers décisionnels. C'est comme ça qu'est rendue notre société, dans le fond. On n'arrive plus à décider à temps. On n'arrive même à décider du tout. Moi, vous savez, j'ai possédé ma première voiture à l'âge de 50 ans. J'ai toujours été en transport en commun, en vélo, à pied. Je suis vraiment pas pro-voiture, ni rien, ni pro-autoroute. Mais moi, je vois que dans la région de Montréal, il manque des segments d'autoroute de quelques kilomètres, ici et là, qui permettraient vraiment d'augmenter la fluidité du trafic. Puis le transport en commun est vraiment mal organisé à Montréal. Puis il y a beaucoup d'argent qui vient dans le transport en commun, mais il est bouffé par la bureaucratie, littéralement. Les problèmes sont là, dans le fond. Il faut vraiment alléger les processus. Il faut débureaucratiser ça. Il faut que l'argent, il n'y ait pas dans les bureaux, puis des papiers, dans les tours à bureaux. Il faut qu'il y ait dans des lignes de métro supplémentaires, des stations de métro supplémentaires, des lignes de bus supplémentaires. Puis des axes routiers. Il manque des axes routiers dans la région de Montréal. Il manque quelques ponts. Puis, il faut aussi stopper l'étalement urbain. Alors, moi, j'étais le gouvernement, là, je mettrais une frontière. L'étalement, il arrête là, puis pour toujours. Et là, vous voulez développer des nouvelles maisons, messieurs, les développeurs économiques, vous allez les développer à l'intérieur des frontières de la ville. Puis puis une proportion de parcs obligatoires, d'espaces verts obligatoires. Et que là, votre projet est refusé parce qu'il n'y a pas de 30% d'espaces verts. Puis des parcs linéaires, là, qu'il y aura des formes étoilées, là, dans lesquelles la permaculture serait possible. On pourrait tout repenser nos villes vraiment là, de façon ferme là, et dynamique. Puis les gens, après ça, ils peuvent moduler comme ils veulent. Là, mais il y a vraiment des grands paramètres fixés fermement là, à la société. Là. Moi, je pense que ça doit fonctionner comme ça sur un plan pragmatique. Au lieu de laisser la décision se faire à la pièce, à travers différentes instances, qui sont amenées à prendre des mauvaises décisions du fait de leur propre inertie aussi. Là. On peut en discuter longtemps, là, mais c'est que je vois beaucoup de systèmes en inertie ici au Québec qui s'opposent au changement, à l'innovation bien sûr, mais qui ont leur propre logique de fonctionnement, qui sont en train d'oublier leur raison d'être du départ, qui sont en train de produire des monstruosités. Avec ça, il ne faut pas qu'il y ait ces systèmes-là en place. Les systèmes, il faut qu'ils soient petits, il faut qu'ils soient efficaces, puis il ne faut pas qu'ils se suffisent à eux-mêmes, les systèmes. Les systèmes, ils ont une fin, puis quand la fin est remplie, bien, on abolit le système, on remplace par un autre, on le change. Et tout ça, l'informatique permet ça. Normalement, on devrait... Là, l'arrivée de l'informatique a permis les travailleurs autonomes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à la maison, tout ça. Ils ont besoin d'aller dans un bureau, tout ça, quoi qu'ils vont dans un bureau quand même. Là. Mais ça a donné beaucoup de gens... C'est pas encore au point, ces affaires-là. Parce que l'informatique, c'est bien compliqué, là. Puis c'est difficile de servir de tous les outils mis à notre disposition. Mais ça évolue, puis c'est de plus en plus facile. Même moi, je maîtrise de plus en plus d'outils informatiques là, que je ne croyais pas maîtriser avant. Là. Puis je me fais vieux, là. Je ne suis plus à l'âge des apprentissages de base, là, de refaire mes apprentissages de base, là, que j'apprends sans cesse. Là. Ça va être un monde comme ça aussi. Des fermes forestières nordiques, ça va être un monde où les apprentissages vont être en continu. Exact, ouais. On va être amené plusieurs fois à refaire son coffre à outils. Ouais, ça va être un monde avec une riche vie organique, beaucoup d'apprentissage sans cesse, du travail, mais à échelle humaine, doux, des journées toujours différentes, pas de routine, des journées différentes les unes des autres. Et ça va être une bonne vie où je pense qu'on va vraiment être heureux. Je pense que les relations humaines aussi vont être plus vraies entre elles. Les gens qui s'entraident, là, vraiment, là, qui sont pas juste... les gens sont trop autonomes les uns des autres. Ils sont pas assez dépendants les uns des autres dans la société actuelle. On est tous isolés un peu. Ça me fait peur, ça. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, à discuter là-dedans. Là. Mais voyez, on commence par emmener les gens dans la nature, on leur fait bouffer 2-3 affaires, puis ça change toute la société. Hein. Qui aurait cru qu'un tel changement social puisse être possible à partir d'une base si ténue? Mais pour moi, ça commence là. La santé aussi, la bonne bouffe. Quand on... Il faut un point de départ pour organiser quoi que ce soit. Puis ça, c'en est un très intéressant parce que ça rejoint à la fois le besoin universel de se nourrir, mais ça rejoint aussi le lien à la terre, le lien à la communauté, l'entraide, etc. Fait que c'est un point de départ très intéressant, je trouve. Et songez maintenant, on a découvert là, que des délinquants finis, là, vraiment, là, à des cas désespérés, là, on peut les réhabiliter en les amenant dans la nature.
On amène dans la nature, on leur fait cueillir des choses, puis on leur montre des fleurs, tout ça. Vous savez que les meilleurs horticulteurs, c'est souvent des anciens délinquants, c'est souvent des motards, c'est des gens avec des naturels violents, emportés, vraiment qui auraient dû finir en prison, là, ou qui ont fait de la prison, là, mais quand ils font de l'horticulture, là, oh là là! Puis je parle pas juste du cannabis, évidemment. Je pourrais donner des noms. Là, je connais des très, très bons horticulteurs, des très, très bons fermiers forestiers, mais c'est sûr que dans une société, dans une économie de marché, ce serait des délinquants finis. Puis, c'est pourquoi s'insérer là-dedans, que si vous vous dites, ils ont une force vitale en eux qu'ils ne trouvent pas à entrer dans un moule. Et que là, ils entrent dans la délinquance. Mais c'est simplement qu'ils sont faits d'une pièce qui ne rentre pas dans un moule. Et là, la colère, l'amertume se met de la partie, puis là, ben, ça fait des gens qui font du mal, dans le fond. Ils font du mal à tout le monde, puis ils font du mal à la société, ils n'arrivent pas à rentrer dans la société. C'est pas, on peut rentrer dans la société, mais sans s'y assimiler complètement. Tu sais, on peut garder dans le cadre des femmes françaises, on peut garder sa spécificité. Vous devriez voir les gars et les filles que je connais qui font ça, les jus de pommes qui font les affaires. C'est savoureux, c'est extraordinaire. Des fois, là, je me rappelle, récemment, j'ai bu un jus de pomme là, fait par un gars. Là. Le gars, là, je l'avais rencontré dans la ville, j'aurais pensé que c'est un quêteux. Vraiment, il a vraiment de l'air fou, le gars. Mais à l'analyse, il était habillé à chien à genre, qui avait l'air sale, mais c'était noble, sa saleté. Il était plein de terre, dans le fond. Il était plus propre que moi, dans le fond. Puis ces vêtements, ben, il y avait de l'air fou, mais c'est parce qu'ils avaient utilisé à force de travailler. Mais quand je regarde sous les vêtements déchirés puis les apparats désavantageux, il y avait un gars en top shape, par exemple, en dessous de ça, tu sais. Souple, fort, en pleine santé. Tu sais, c'était une belle pièce d'être humain là, que j'avais là. Puis quand j'ai goûté son jus de pomme, c'est drôle, j'ai l'impression que j'avais jamais bu de jus de pomme de ma vie avant. Quand je fais un comptoir d'exposition des noix nordiques, là, puis je fais goûter les noix nordiques aux gens pour la première fois, là, souvent, je vois ce phénomène-là. La personne qui goûte, dans son visage, je vois d'abord une expression de colère. Hein? Colère. On m'a caché ça exact. Toute ma vie. Là, ouais. Mais c'est vraiment fugace. Ça dure 2-3 secondes, une expression de colère qui passe. Puis après ça, le plaisir illumine le visage. Fascinant, hein? Ouais. C'est ça qui nous attend. Il nous attend des choses délicieuses. Les familles forestiers que je connais aussi, ils font souvent de la musique, puis ils dansent, puis ils font des tu sais, qui fait de la musique, à part les musiciens professionnels? T'sais? Qui fait de la musique en amateur, un peu tout croche, mais pas si croche que ça quand même? Tu sais, la musique est réservée aux musiciens. La radio est réservée aux animateurs de radio. L'informatique est réservée aux informaticiens. On est tout en compartiment comme ça. Les familles forestiers font un peu de tout. Ils se regardent de réparer leur char, tu sais. Aujourd'hui, qui répare son char à part un mécanicien? Presque personne. Que ça va changer. Il va y avoir beaucoup plus de polyvalence chez l'humain du futur. Enfin, je l'espère. Là. Dans le monde nordique, dans le cadre d'un pays où l'activité économique là, des régions est régulée par les fermes forestières. Ouais. Peut-être en commentaire là, final de est-ce que tu parles beaucoup au futur simple, ça va être comme ça, puis ça sera comme ça. Est-ce que tu y crois fermement que, un peu comme le prophète dans le désert qui dit, vous voyez pas ce qui vous attend, mais moi je le vois, tu sais, puis tu te positionnes comme ça, ou bien il y a quand même un idéalisme puis une espérance, puis tu parles sous cette forme-là pour pas tomber dans le messianisme. Soit le messianisme, soit l'apathie de genre, hey man, sérieux, on va vraiment pas là en ce moment. Non, comment je le vois, c'est que pour moi, c'est une évolution naturelle qui se dessine. Les femmes forestières verront le jour un jour au Québec. C'est fatal à cause de la nature même du territoire puis du climat. Puis, évidemment, tout le monde ne pourra pas se ramasser à Montréal et à Québec. Je pense pas. Puis les villes, à moins que ça peut se ressembler à ça, le Québec. Un pays vide, sauf à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, hein? Puis des mines dans le nord, là. Puis c'est tout. Là. Le reste, là, puis personne. Ça se peut. Je peux avoir tort sur toute la ligne, mais d'après moi, une évolution naturelle où les gens seraient heureux, puis bien, ça serait ça. C'est une transition douce vers un nouveau pays, le nôtre, dans le fond. Le pays qu'on habite, mais on va l'habiter vraiment. Puis on va cesser de penser, mettons, l'hiver, c'est dur, je vais aller en Floride. Là. Ça n'existera plus, cette affaire-là. Les vieux qui ont fret, qui ont de la retraite, ça n'existera plus. J'ai quasiment envie de dire, non, j'exagère. La retraite va encore exister quand même.
Jamais pensé de présenter en politique? Québec non. solidaire, ça t'appelle-tu? J'étais avec eux autres un peu parce qu'ils sont venus ici dans la campagne électorale pour lancer un peu la nouvelle plateforme de leur agriculture. Puis souvent, je pouvais avoir des entretiens avec eux, puis leur parler du Conseil des fermes forestières, puis leur donner peut-être ma vision globale là, des choses, vers quoi il faut s'enligner. Il faut s'enligner vers une explosion des unités productrices de nourriture au Québec qui sont concentrées dans des toutes petites fermes forestières à dimension humaine à chaque fois, avec des petites unités productrices de toutes sortes, d'une myriade de ressources différentes en permaculture. Ça, je pense que c'est la voie de l'avenir pour le Québec. Si j'habitais en Ohio là, ou au Manitoba, en Saskatchewan, ça serait différent, là, ça c'est sûr. Quoique de la diversification des revenus à la ferme, même là-bas, c'est à l'ordre du jour. Là. En Manitoba, ils ont des grands champs de blé, mais ils développent quand même des amélanchiers. Ils ont fait beaucoup de la Saskatoon Berry, elle s'appelle la mélange en anglais, il faut le faire. C'est un fruit nordique là, tout à fait délicieux là, qui était prisé des Amérindiens, là, qui se retrouve dans les pemmican, à l'état séché normalement. Ouais, on a beaucoup parlé, les gars, là. Je pense que c'est l'heure de peut-être de... C'est l'heure d'arrêter d'en parler et d'aller faire le pays. Cette utopie dystopique ou cette dystopie utopique, je ne sais plus trop comment la formuler. Yvan Perrault, vraiment, le gros merci d'avoir participé à La Voix du Bas. C'est vraiment très intriguant et inspirant, je trouve, tout ça. Puis au plaisir de se retrouver dans une ferme forestière et goûter toutes ces merveilleuses choses dont tu nous parles. Oui, bien ici, on est dans une ferme forestière. Oui, je sais, mais comme de se retrouver dans le futur, là, dans la jungle bas-canadienne. Tout à fait. Avec toutes ces ressources-là. Merci, Yvan. Merci, ça m'a fait plaisir, les gars. Peace!